Es-tu Ben Grimm ou Docteur Doom? Es-tu Batman ou le Joker? Es-tu mon Thor ou mon Loki? Es-tu Xavier ou Magneto? Es-tu Victor ou bien Oh putain les mecs, j'aurais jamais dû vous laisser faire cette blague. Bonjour et bienvenue dans cette 46e épisode de Comics et Outcast. Pendant une heure sur Radio Caviar, on va parler des comics et de leurs univers. Radio Caviar. Je suis Eric, votre animateur dans ce podcast plein de mauvaise foi et de bonne humeur. Et autour de la table mythique du studio B de WFM, oui il est déjà mythique, il s'est passé tellement de trucs autour. Il y a mes petits chroniqueurs qui sont prêts à vous donner leurs avis sur ce qu'ils ont pu lire ces 2 dernières semaines. On va dire bonjour à celui qui réalise nos belles jaquettes et que toute la balado-diffusiosphère nous envie, c'est Ben. Et tu bonsoir. Oh non, ça. Salut. T'as un peu d'actu, qu'est-ce que tu lis en ce moment, qu'est-ce que tu joues Je joue à Dark Souls, je souffre à Dark Souls et hier soir, figure-toi que j'ai scotché devant Superman 3. Et c'était dur c'était dur à regarder, mais c'était dur de zapper parce que je me suis dit bon, il y a quand même Christopher Reeve et en fait c'était de la merde. Voilà. C'est pas très bien. Enfin si, Christopher Reeve c'est génial, il est génial, c'est tout quoi. C'est celui avec le robot là, c'est ça? Ouais. Non. Si. Non, c'est celui. Enfin, la Non, grosse non. machine là. Ah oui, parce que dans le 2 il y a un clone de lui-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Juste à côté de Ben, il y a celui qui a quitté TF1 pour nous rejoindre. C'est Gaylor. Salut Gaylor. Bonsoir. Comment ça va? cette blague. Oui, bah, on m'a fait une proposition que je n'ai pas pu refuser. Donc. Bah oui, évidemment, hein, avec son paye. T'as une action en ce moment? Tu regardes un truc? Je sais pas. C'est stop. Non, pas vraiment. Ok. Si, j'ai joué à Star Fox Zero et Ah. c'était pas super. C'est normal. Ah si, non, vous mentez, c'est sympa. J'ai Vous pas dit que c'était mentez. nul, je dis que c'était pas. C'est pas mal. Voilà. C'est bien, mais pas top. Mmh. Et enfin, il y a celui qui, j'en suis sûr, aurait bien aimé se réincarner en Batmobile juste pour impressionner son enfant. J'ai nommé Joe. Quelle intro. Donc que se passe-t-il? Qu'est-ce que je disais? Tu ne disais rien. Bonjour. J'ai bu- Oui, bonsoir. Pardon, Oui, bonsoir. comment ça va? Ça va bien. Et Ça mon va actu, c'est bien. que je suis déçu. Et je pense qu'on peut le dire dans Comics Podcast que Disney Infinity arrête les petites figurines. Qui s'en fout? Moi. Mais non, ta gueule. Ils arrêtent le jeu, donc les figurines, mais le jeu on s'en fout, mais les figurines on est Pas dead. les figurines, ça Ils fait vont, chier. ils vont faire ça, ils vont arrêter le serveur, non? Ils vont Non, mais faire- le jeu on s'en fout, nous on Ouais, veut- le jeu, on s'en fout qu'ils arrêtent. Mais C'est les petites figurines. peut-être qu'ils vont se dire les figurines ça rapporte quand même. Ça va on peut-être faire, devenir des objets à collecteurs, collectionner ouais. vendus chez Ouais, mais Disney. alors, sans ou le je sais pas. socle, parce que le socle est moche. Ouais, mais ça, bon, bref. Toutes les 2 semaines, on a un programme bien sympathique pour vous. Ainsi que Pour chargé. nos revues, on part dans l'espace pour accompagner Captain Marvel dans ses aventures. Oh On va flipper nos mères avec The Chilling Adventures of Bof. Sabrina. Et Et enfin, on va parler de Hulk, la nouvelle série de Mark Millar, pardon. Je nous présentera le comics Shield de Jonathan Hickman, mais on Non, sait pas c'est pas moi, lequel. c'est pas moi. moi. C'est Gaylor C'est Chestnut. pas moi C'est qui vais Gaylor présenter. Chestnut. Heureusement que on c'est m'a pas moi qui débauché vais de présenter. TF1 uniquement pour ça. Mais excuse-nous, on n'a pas vu le... Mais remarque, si tu veux dire un truc, Joe. Ah non, non, allez-y. Et dans Hors les bulles, la dernière partie de l'émission, on a vu Captain America Civil War et on va en discuter ensemble. Attention aux spoilers, je le dis tout de suite. Vous en avez déjà l'habitude, pensez à nous faire part de vos commentaires sur les internets, sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, ou sur nos pages Facebook ou Twitter. Et vous pouvez nous voir faire les oeuvres sur le compte Instagram de l'émission. Tout le monde est prêt? Ouais. Comics et Outcast numéro 46, c'est parti. Before we get started, does anyone want to get out? Et ouais, on a préparé des petits jingles sympas pour vous. Vous allez pouvoir les entendre tout au long de la fin du printemps et du début de la saison qui vient après, qui est l'été. Est-ce qu'on peut dire que si quelqu'un a reconnu ce passage, il nous dit sur Twitter et on lui fait des bisous? On lui fera des bisous. Voilà. J'espère que ce sera un beau garçon. Oh. On va commencer les revues. Donc, on a donné... nous avons choisi ensemble des comics. Nous lisons les 3 premiers et dans notre coin, on fait nos avis. Moi j'étais pas dans un coin, j'étais au milieu de mon salon. Ouais. Trop de détails. Donc petit coin lecture. Un coin lecture. Au petit coin tout court. Un petit coin tout court, c'est bien. Le premier titre de cette semaine, c'est Captain Marvel, qui a été écrit par Michelle Fazekas et Tara Butters, qui sont 2 nanas qui viennent de la télé en fait à la base. Et Michelle Fazekas est la Comme Gaylor. Oui, exactement. D'accord. Et Sauf que Michelle là, c'est, Fazekas était c'est une ici. la showrunner ou showrunneuse, je sais pas si on peut vraiment dire ça, de la série Agent Carter dont on va parler prochainement. Qui vient d'être Agent annulé. Carter. Oui. Oh, comme c'est Oh, dommage, on c'est fait un dommage. bisou à Lucille.
Qu'est-ce que tu peux dire sur cette série Eh bien, je peux aussi te dire que c'est dessiné par Chris Anka, à qui on doit All New X Factor, Uncanny X-Men, Uncanny X-Force ou bien Miss Marvel. Aussi, oui. Il a pas beaucoup taffé sur Miss Marvel, mais j'en parle parce que il y a une raison. Miss Marvel, en fait, c'est l'ancien nom de Captain Marvel. C'est Carol Danvers qui est au centre de cette aventure. Il y a eu un run en 2012, peut-être que Gaylord pourra nous dire quelque chose, de 17 issues qui s'est arrêté. Absolument aucun mot là-dessus. Non, j'ai pas lu en fait. moi je l'ai lu, on pourra parler. C'était après. Attends, de Miss Marvel ou de Captain Marvel? Non, Captain Marvel, Captain Marvel, 2012. C'était pré-Secret Wars, là on est post-Secret Wars. Ouais. Donc du coup, on retrouve Carol Danvers qui, après avoir été un vengeur pendant longtemps, décide un peu de faire un nouveau départ. Elle se coupe les cheveux. Elle part dans l'espace. En fait, après avoir défendu la Terre depuis la Terre, elle décide de le faire depuis l'espace. Alors, avant de partir dans l'espace, est-ce que tu peux représenter le personnage de Captain Marvel? Alors oui, parce mais que je pense que tout le monde. D'accord, excuse-moi. Voilà, Vas-y, non, continue. pas de souci. J'aime bien que tu fais des petits mouvements avec tes bras, on dirait une danse. Personne ne voit, c'est la radio. Ok. Donc oui, je le dis après, c'est prévu. Tout est prévu dans cette émission. Donc après avoir été un vengeur, je l'ai dit, elle part dans l'espace pour une période de 2 ans dans la station Alpha Flight Space Station, qui en fait se trouve être la première défense de la Terre contre les menaces de l'univers. Donc elle décide d'aller là-bas. Elle est nommée commandeur, donc c'est elle qui va un peu gérer tout ça. Et ce qui est assez, est important de noter que avant de partir, elle rencontre James Rhodes, qui donc est War Machine. Qui lui dit une phrase assez importante, qui lui dit tu as été membre d'une équipe mais maintenant ça va être toi le boss. Est-ce que tu vas pouvoir gérer? Et donc ça paraît être une phrase anodine, mais en fait ça va vraiment devenir une partie, pas de l'intrigue, j'irai pas jusqu'à dire intrigue, mais une partie en tout cas des préoccupations du personnage. C'est-à-dire qu'elle va être nommée donc commandeur de cette station spatiale avec plusieurs personnes, des scientifiques, des mercenaires, etc. Et ça va la démanger tout le temps. En fait, au lieu d'être commandant derrière un bureau, elle va tout le temps vouloir aller sur le champ de bataille. D'ailleurs, on croise, petit clin d'œil, on croise Rocket Raccoon dans cette station qui fait un arrêt pour voler des têtes. Caméo. Voilà, un petit caméo qui fait un arrêt pour voler des têtes nucléaires et qui se moque d'elle en lui disant c'est un job de bureau, sachant qu'elle n'est pas du tout faite pour ça. Donc, évidemment, il a raison parce que à la première menace venue, elle va se barrer dans l'espace pour faire face à la menace qui donc est une pluie de météorites, avec une équipe donc qui sont les Alpha Flight, composée de Puck, un espèce de mec hyper bodybuildé mais très petit, avec Sasquatch donc qu'on connaît déjà. Gaylord pourra peut-être dire un mot là-dessus parce que c'est lui qui m'en a parlé. Qui est un mec poilu, enfin c'est une espèce de Yeti des forêts quoi. Il y a aussi une nana qui s'appelle, je l'ai noté, pardon, excusez-moi, Aurora, non Aurora exactement, et une petite scientifique qui s'appelle Kawasaki, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout ça c'est l'équipe qu'elle rencontre. Bon, il y a beaucoup de personnes, mais en gros ça c'est son équipe restreinte. Et également une nana qui s'appelle Abigail Brand, qui est en fait son lieutenant qui est en dessous d'elle, mais qui l'aime pas trop. On sait pas trop pourquoi. Elle est assez à cheval sur les règles et tout. Donc évidemment, vu que Captain Marvel est là pour son kiff c'est de défier les règles et l'autorité, elles vont pas très bien s'entendre. Donc je le disais, elle va répondre à la menace de la pluie de météorites qu'elle va donc régler. Spoil. Bah non. C'est les premières pages. Il y avait 2 issues. Eh merde. On peut dire que la Terre ne va pas exploser. La Terre ne va pas exploser, en tout cas pas à cause de ça. S'en suivra en fait le fait que ce n'est pas anodin, ce n'est pas une pluie de météorites naturelle. En fait, ça a été causé par un ennemi qui va faire surface sous la forme d'abord d'un vaisseau. Pareil, c'est pas un spoil puisque c'est vraiment le début de l'intrigue. Ils vont aller enquêter sur ce vaisseau qui en fait est complètement vide, mais pas tant que ça. Enfin voilà, ça j'en dis pas plus. En gros, c'est l'intrigue qui est là. Ce qu'on découvre en tout cas, c'est que ce vaisseau appartient à la race des Satori. Alors je pense que c'est les Chatori, c'est la même chose que moi je connaissais que Chatori via le MCU. Je connaissais pas la race avant. Eux, ils écrivent ça Satori, donc j'imagine que c'est la même race. Ah donc, d'accord. Voilà, qui en fait en veut à Captain Marvel. Alors en fait on le voit parce que ils en veulent on voit le logo en fait qu'elle porte sur la poitrine. Une espèce d'étoile. Exactement. À 8 Et branches. donc c'est là que j'en viens à son origine. la présentation exactement. En fait on voit que cette race d'extraterrestres dit Amor Hala avec un H, H-A-L-A. Et Hala c'est le nom de la planète des Kree. Oui. Les Kree qui, dans leur rang, avaient un guerrier du nom de Mar-Vel, Mar-Vel, qui en fait s'est rebellé contre son propre peuple qui voulait asservir la planète, enfin la Terre, pardon. Donc s'est retourné contre eux et s'est mis à défendre la Terre sous le nom de Captain Marvel. Ah Joe. En fait, dès qu'il aime pas un truc, il plombe. Mais par contre, quand il aime bien, on doit se taire. Hein, Jojo? La mauvaise foi. Vas-y, je te laisse continuer. Fumier. Donc voilà, donc Captain Marvel, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est à partir de cette personne que Carol Danvers va choper ses pouvoirs. J'explique pas comment, mais en gros, avec un vaisseau, elle va exploser. Enfin, il va y avoir une explosion et elle va récupérer les pouvoirs de Captain Marvel et devenir le nouveau Captain Marvel
en s'étant appelée Miss Marvel avant. Les comics. Donc voilà. Les comics. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une espèce, je sais plus jamais, tu me dis une espèce. Espèce c'est féminin, donc Ok. peu importe ce que tu mets derrière, une espèce. Une sorte d'origin story, même si on prend pas le perso au tout début de son histoire, on le prend en cours, hein, elle a été vengeur, etc. Là où ça fait un peu origin story, c'est que son changement de vie, où elle a un nouveau job, un nouveau poste, tout est nouveau en fait, va permettre Même sa coupe de cheveux. même sa coupe de cheveux, c'est absolument couper les cheveux. Ça va permettre en fait de redécouvrir le personnage, ou en tout cas de découvrir le personnage, faire lumière aussi sur ses origines via ce que je viens d'expliquer par rapport au cri, etc. C'est intéressant parce que le personnage semble intéressant. Les personnages secondaires ont du potentiel. Il y en a certains qui ont des pouvoirs, on n'a pas trop vu, etc. Là où c'est dommage, c'est que il se passe. Enfin, il y a de l'action, mais c'est pas hyper captivant. Il y a rien de très excitant, il y a rien de très badass. On voit certains persos secondaires qui ont des pouvoirs, même elle a des pouvoirs, donc j'ai pas expliqué ses pouvoirs, mais en gros, elle est hyper résistante, elle a une force surhumaine, etc. Elle peut aller à l'encontre de beaucoup d'épreuves sans problème. Voilà, le souci c'est qu'on fait que effleurer en 3 issues, on fait que vraiment effleurer ce truc-là. Il y a une espèce d'enquête, je vous l'ai dit, dans le vaisseau pour savoir qui est à l'origine de tout ça. Ça fait un peu enquête policière, ça fait un peu commissariat de l'espace. Bon, je sais que j'adore Green Lantern, donc je suis mal placé pour dire ça. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue. En ce qui concerne les dessins, j'en parle parce que c'est ce qui m'a amené à ce comic, c'est en ayant vu les regular covers, parce qu'il y a toujours des variantes covers, mais là c'était les normales. J'ai trouvé ça absolument dingue, elles sont vraiment très très belles, tout en aplat, un peu vintage mais en même temps hyper actuelles, donc elles sont vraiment très très belles, je vous invite à les regarder. Oui, ça ressemble beaucoup à des affiches, tu sais, de Exactement, propagande. complètement. Ouais. Des belles affiches de propagande. Ce qui m'a déçu du coup, je suis tout le temps, je sais que la couverture et l'intérieur ne sont jamais les mêmes. Et là, On te le dit à chaque fois. on me le dit, mais là c'est le même gars, alors que je me suis vraiment fait avoir. Je me dis ok, bon c'est le même gars, donc il devrait avoir le même style. Et en fait non, il a un style assez différent, qui n'est pas dégueu, mais qui n'a rien de particulier, il est pas inoubliable quoi. Si je me trompe pas, en fait, ce Christopher Anka, il a plus l'habitude de faire des covers d'ailleurs. Bah si c'est un cover artiste, oui. En fait il dessine pas mal, il sait faire des cases, bon je sais pas si c'est lui qui a storyboardé, mais il sait dessiner des cases, il sait dessiner ses persos, c'est correct. C'est juste qu'après il y a un Et alors encreur, il y a un coloriste. Voilà, Ouais. c'est ça, il est pas Voilà. tout seul. Sur sa cover il est tout seul et après. Ça peut tout gâcher derrière, quoi. En tout cas voilà, le trait n'est pas désagréable, mais il y a rien d'inoubliable. Mais voilà, donc je me suis un peu fait avoir par les covers qui sont magnifiques. Ça reste agréable à lire. Si j'avais autre chose à lire, j'ai autre chose à lire, mais je veux dire, là je vais vraiment continuer par curiosité pour voir si, parce qu'il y a vraiment un potentiel. Captain Marvel c'est un personnage assez fort qui a un historique, etc. Peut-être naïvement, mais en fait j'espère qu'il va y avoir que ça va soulever un peu, que l'intrigue va devenir, que ça va pas juste être ok bah en fait je commande une station spatiale qui gère les menaces, donc en fait sur 3 prochaines issues il y aura 7 menaces, ensuite 7 autres, Tu voudrais un truc un peu plus Voilà, un peu plus grand, un peu plus exactement. un truc un peu plus étendu, Voilà. ouais. Ou aussi qu'on fasse plus la lumière sur le côté commandant ou soldat, tu vois, cette espèce de combat à l'intérieur. Double rôle. Mais il y a Voilà. des chances que ça prenne de l'ampleur. Bon, déjà pour 2 Galant. trucs, parce Galant. qu'il y a Civil War 2 qui va arriver, et c'est elle qui est justement le protagoniste en face D'accord. d'Iron Man, et aussi parce que un peu plus tard dans l'année, enfin dans peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y aura le film. Oui, Et exact. forcément ils vont peut-être rebooter le personnage encore une fois à ce moment-là, ou peut-être que ça va être toujours sa série, mais elle va prendre de plus en plus d'ampleur maintenant. Bah ça serait bien qu'elle prenne de l'importance et que ça soit un petit peu plus riche quoi en scénario quoi. D'accord. Et avis général, t'as apprécié? Donc, bien, mais vraiment pas suffisant et pas assez captivant à mon goût. D'accord. On va donner la parole à Gaylor. Est-ce que t'as un avis différent de celui de Ben? Je rejoins plutôt Ben sur son avis. C'est vrai que c'était j'ai l'impression, comme tu disais, c'est une grande mise en place de comment dire, on est dans le nouvel univers, donc ils en profitent pour un petit peu redistribuer les cartes. Tout à l'heure tu parlais de Sasquatch, Puck et Aurora. Ouais. Les membres d'Alpha Flight, à la base Alpha Flight c'est une équipe, on va dire les Avengers du Canada, grosso modo c'est ça. Ah, c'est là que vient Wendigo. Voilà. Et Wolverine aussi, d'ailleurs. Et Wolverine, c'est sa D'accord, première ok, équipe avant d'accord. les X-Men, il était là quoi. Parce que Ok. l'arme X était aussi au Canada et puis ils l'ont chopé pas loin et puis voilà ils l'ont intégré à l'équipe et tout ça. D'accord, la boucle est Et bouclée. là du coup ils mettent les Alpha Flight dans l'équipe, dans l'espace et ils en font une espèce de commando spécial machin défenseur de la Terre. Et autre point justement, tout à l'heure tu parlais de Abigail, je sais plus son nom de Brand. famille. Voilà, Abigail Brand. Pourquoi elle fait la gueule? Parce qu'à la base cette station de défense, dans l'ancien univers, c'était Sword. Tu avais Shield sur Terre et Ouais. Sword dans l'espace, et c'était elle qui était à la tête de ce Shield dans l'espace en fait, tout simplement. Première défense extraterrestre contre l'invasion, tout ça. Elle-même, elle est moitié extraterrestre, moitié terrienne, donc voilà, elle était plutôt bien dans ce rôle.
Et là, on apprend qu'elle s'est fait évincer par Captain Marvel, mais que il me semble fait, que c'est elle qui a voilà, laissé c'est le elle qui rôle a- à Captain ouais. Marvel. Et on comprend pas trop pourquoi. Mais voilà, mais justement, tu vois, ça fait partie de ce que je disais sur le fait que les persos sont effleurés, c'est que on nous dit cette information, là, ce que Gaylord dit avec Sword et Shield, ça on le sait pas dans le comics présent. Et on n'a pas forcément besoin de le savoir Voilà, dans le nouvel mais du coup, univers, mais voilà, mais du on coup, sent qu'il se passe des choses Voilà, avant. on se dit il y a quelque mais- chose, les Un persos sont- antagonisme qui a voilà, une les origine. persos ont des trucs à cacher, enfin en tout cas ont des trucs à développer, et donc on aimerait bien que ce soit le cas. Donc voilà, c'est pour ça que c'était frustrant. Et sinon, juste juger le comics comme ça tout seul, c'est une histoire plutôt sympa qui se lit tranquillement. Moi, je pense pas que je vais continuer parce que j'ai pas mal d'autres trucs à lire à côté. J'ai pas mal de retard sur d'autres Il y a trucs. TF1 aussi. Le TF1 m'appelle tous les soirs, tous les jours. C'est terrible. Mais c'est plutôt joli. Moi, j'avais découvert c'est un mec ou c'est une fille le Christopher. dessinateur C'est un mec. D'ailleurs, c'est D'accord. le seul mec de la team. Les deux autres, c'est des femmes. Ouais, et je l'ai découvert sur Uncanny X-Men ou All New X-Men, je sais plus le titre, l'un des deux autres titres X-Men de Bendis. Et j'ai beaucoup aimé son trait, c'est d'ailleurs l'une des seules raisons qui m'avait fait continuer à l'époque. Et un autre mot justement sur l'ambiance générale, j'aime beaucoup. On sent que c'est les showrunners ou showrunneuses de Agent Carla, parce que t'as bien mon petit accent anglais. Ouais, c'est stylé, c'est Carla. stylé. Et il y a beaucoup de filles. Beaucoup de filles, et ça Oui, c'est vrai. change, c'est pas mal. Il y a Abigail, il y a Captain Marvel, pardon, et il y a la scientifique, la meuf de Flashlight. Enfin voilà, il y a pas mal C'est vrai de, qu'il y a ça beaucoup bouge de pas mal à ce personnages niveau-là, quoi. Après, ça va pas forcément dans une direction précise. Et c'est Au peut-être niveau de ça l'intrigue, ouais, c'est un peu vague. J'en ai lu 4, donc tu vois, c'est quand même, tu vois, je me suis pas forcé à finir le 2 comme ça peut m'arriver des fois sur certains titres. Là, je suis vraiment allé plus loin que ce qu'on nous avait demandé de lire et voilà, c'est pas. Je sens que dans un mois j'aurais oublié, quoi. D'accord. Joe, tu avais l'air un peu. Non, Mais je pense que. non. Alors, tu vas peut-être nous dire que. J'ai trouvé ça sympa. Ah Voilà. Je trouvais ça sympa. Ça m'a pas transcendé, mais effectivement, comme le disait Gaylor, c'est une petite lecture sympa. Je pense effectivement, il y a peu de chances pour que je continue effectivement parce que ça s'annonce clairement, même si Ben espère le contraire, mais on sait pas. j'ai peu d'espoir pour que ça devienne autre chose qu'une série un peu feuilletonnante où effectivement toutes les trois issues, on va avoir un peu une nouvelle menace, et à mon avis c'est plus une sorte de pas de piédestal, je trouve plus mes mots, mais en gros le faire valoir de Captain Marvel pour ce qui va se passer par la suite dans le Marvelverse à grande échelle. Ouais. Et je pense que ça sert plus à ça, c'est une sorte d'introduction un peu de luxe, de réintroduction de luxe pour que tout le monde voit un petit peu qui est le personnage une fois que le Civil War 2 va se mettre en place, Ouais. par exemple, ou des trucs comme ça. Ouais, mais Mais- j'imagine que pour le film, Ouais. ils vont faire une origin story, personne le connaît. Ouais, Dans mais le du coup, je Black pense Panther. pas que ce sera ça. Enfin, moi, Oui, j'ai voilà. peur que cette série soit d'assez courte durée de vie parce que Ouais, justement, ça va mais être. c'est chiant, quoi. Ils ont clairement le temps Ouais. d'en ressortir un. Je crois que c'est en 2019. Ouais, voilà. le film, Mais donc, déjà, celle de euh, 2012 a fait que 17 issues, donc déjà c'était court, et là ils Ouais, font ouais. un reboot. Attends, c'était court, c'est un an et demi, hein, Disney. Oui, oui, mais ça reste Ouais, mais petit, 17, c'est et pas puis énorme. et d'autant qu'en plus, au moins, celle d'avant, je trouve qu'il y avait un parti pris qui était vraiment intéressant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y avait, on cherchait à faire quelque chose de différent. Là, on est quand même dans quelque chose de très très. classique. Tu confonds pas avec Miss Marvel, la pakistanaise? Ah oui, là merde. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant il y a deux personnages, il y a Miss Ouais, Marvel ouais, ok, et ok, Captain ok, Marvel. ok. Et Je suis Captain navré. Marvel fait partie de ces Navré. persos Oh un là petit là, peu comme putain, l'erreur de noob. Ouh, aïe, là, il y a des hardcore là qui sont en train de se foutre de ma gueule là. Vous pouvez me taguer Est-ce hein, que si vous tu le entends désirez. Daniel? Est-ce que Avancer t'entends à la Daniel là 17e Hashtag Comics Outcast sur Twitter pour vous foutre de ma gueule. Bref, bon, du coup, non, enfin, je trouve que c'est d'un classicisme un peu charmant, mais aussi un petit peu chiant. C'est un peu Alors, Mais série télé, j'ai trouvé ça pas mal. J'aime bien les couleurs, j'aime bien voilà. Tu Ouais, parlais, voilà, c'est pas désagréable. Hein. tu parlais à tort de Captain Marvel de 2012. Moi, pour le coup, je m'étais trompé pour cette émission, mais j'ai eu le temps de On rattraper. peut hein, dire mais que t'as fait une j'avais- Xbox ou J'ai pas fait une Xbox, exactement. Donc faire une Xbox, c'est se tromper de comics. Et on lui fait des bisous. Voilà, on lui fait des bisous. Hein, désolé pour Aiden Carter. T'avais lu quoi? J'ai lu donc Captain J'ai Marvel de lu 2012. Punisher, Ah, c'est le mec qui n'a rien été- compris, quoi. Qui a été écrit par Kelly Sue, pas Marie Sue, pardon. Kelly Sue de Koenig, qui est donc l'auteur de Beach Planet et qui est la femme de Mac Fraction. Enfin, je sais pas s'ils sont mariés, je pense qu'ils sont juste en couple. Ouais. Tout ça pour dire que donc 17 issues, c'est génial, c'est génialissime. Miss Marvel, hein, on est d'accord. Non, Captain Marvel. Toujours Captain Marvel. Du coup, ça reprend vraiment l'origine du personnage et même ça la met à l'encontre de sa propre origine, parce qu'il y a une sorte de voyage dans le temps où elle voit le moment où elle reçoit ses pouvoirs, elle peut interrompre
comment dire, l'action, en se faisant perdre les pouvoirs. Il y a ce genre d'interaction assez intéressante. Justement, on voit les cris, on voit donc Marvel, et c'est un récit un peu féministe, mais sans l'être, c'est-à-dire que ça reste, enfin, il y a pas un message ouvert où les nanas disent les mecs ils sont chiants, les femmes elles devraient être au pouvoir. Non, on voit que c'est un personnage féminin qui a une force démente, qui défonce des nanas comme des mecs, qui est super drôle, qui est en même temps très sexy, mais qui est en même temps méga badass, qui n'a qu'un rêve, c'est de voler. Enfin bref, c'est assez beau enfin c'est bien équilibré, c'est beau, c'est extrêmement bien illustré, et du coup je vous recommande plutôt celle-là que celle-là. Donc le mec, à chaque fois on dépasse les émissions, on est à la bourre et tout, et lui il va te faire une review d'un truc qui est pas prévu au review quoi. On va donc parler de la troisième review. Non, la deuxième. Oui, non, c'est pour couper du temps. T'as compris. T'es dans ta vanne là. On redescend sur Terre. Est-ce que vous vous rappelez de Sabrina la petite sorcière? Vous savez cette petite série L'apprentie sorcière. Ouais. Ouais, merci, l'apprentie sorcière qui passait sur France 2 le matin. Eh ben, nous allons violer votre enfance avec ce comics de Archie Comics, écrit par un certain Roberto Aguirre Sacasa et illustré par un Robert Hack. Ah non, lui il est anglais. Robert Hack, qui ont fait plein de trucs super cool. Sacasa, il a écrit Fantastic Four. Un autre comics dont on a parlé ici, c'était Afterlife with Archie. Ouais. Et il a écrit des séries, il a participé à l'écriture de séries comme Glee, Big Love, et Looking. Donc le mec est vraiment, il a les pieds dans 12 arts différents. Et du coup, c'est Geller qui va nous en parler. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Si avant ça, on peut demander au dieu du comics de faire redémarrer Afterlife with Archie. S'il vous plaît. Ah, c'est toujours en pause. Ça fait quoi? Ça fait un an qu'il n'y a pas eu de numéro. Ouais, et je crois qu'il va bientôt sortir le nouveau. Oh putain, il y a la série télé qui arrive, Jojo. Arrête. Afterlife. Non, c'est Archie. Ah ouais, de Archie. Non, juste Archie. Ouais. C'est le rouquin, Rouquinade. Alors. Désolé, Gaylor. Donc, on en était où? Alors voilà, tu parlais de Roberto tout à l'heure. Je dis Roberto, je vais pas me risquer à dire son nom de famille, je vais encore l'écorcher, je vais passer pour un con. Le point commun entre justement Afterlife with Archie et Chilling Adventures of Sabrina, c'est que justement ça se passe dans un univers, dans le même, on va dire, le archiverse. Voilà, c'est ça. Ça se passe pas dans la même réalité, mais en gros l'ambiance est là, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui était très coloré, très pop, et on en fait un truc complètement version horror comics en fait. Et on met des cafards, des serpents et du sang dessus, et voilà ce que ça fait. Ça se passe pas dans le même univers, mais c'est enfin pas tout à fait, mais à un moment il y a des connexions, voilà, il y a des c'est un petit peu comme si tu prenais le Batman, je sais pas, en dessin animé, le Batman de Frank Miller, quoi. Okay. Ces deux Batman, ils ont tous les deux leur timeline, leurs ennemis qui sont les mêmes, des connexions Alfred, Joker, tout ça, mais c'est pas du tout dans le même espace-temps. Et là, c'est un petit peu justement le cas, parce que cette version de Sabrina se déroule dans les années 60. C'est en gros l'origin story de Sabrina revisitée à la sauce Afterlife with Archie. Donc comme on le disait, il y a Roberto au scénario, le fameux Roberto, et il y a Robert Hack au dessin que je ne connaissais pas du tout. Et donc ça se présente comme un spin-off d'Afterlife. C'est la genèse, donc version horror comics, et on retrouve toutes les personnes que l'on retrouvait dans la série qui font l'histoire de la famille de Sabrina. Donc voilà, ceux qui connaissent Hilda, Zelda, Salem, comment il s'appelle l'autre, Harvey Kinkle, le beau gosse footballeur du lycée, voilà, ils sont tous là, sauf qu'ils sont dans une version un peu plus horreur en fait, et ça se rapproche beaucoup d'Afterlife à ce niveau-là, parce que t'enlèves les zombies, c'est beaucoup moins axé sur de l'horreur, on va dire réaliste, où t'as un zombie qui va en mordre un autre, et puis l'horreur est contrôlée, on va dire. Là, on est plus dans le surnaturel et dans le truc dans le délire des sorcières, et on y va mais à fond. Ah oui, c'est bien lourd, c'est bien. Et on y va à fond dès le début en fait. Ça se passe, en fait, le comic s'ouvre sur la naissance de Sabrina, et on sent déjà que c'est un petit peu tendu dans la famille Spellman. Parce que le père, en fait, c'est rapproché d'une humaine, d'une mortelle, et Sabrina est le fruit justement de cette union, et c'est quelque chose de contre nature pour les sorciers. C'est pas possible, et il en résulte du coup une origin story comme ça qui sera parsemée de petites embûches au fur et à mesure. Le père va progressivement disparaître, et les deux tantes, Hilda et Zelda, vont s'accaparer l'enfant et vont essayer d'en faire une sorcière, ce qui était le leitmotiv du père, justement, c'était de laisser le choix à sa fille de plus tard, à 16 ans il y a un rite initiatique,
de laisser le choix à sa fille de devenir pleinement une sorcière ou d'être une humaine. Et on sent dès le début qu'il y a ce côté oppressant, avant même de parler de sorcellerie, de trucs sanglants, de monstres qui sortent de placards ou toutes ces choses-là. Il y a ce côté un peu oppressant justement qui parcourt le comics. Il y a Sabrina qui est pas en proie à ses deux tantes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Et ça continue en fait comme ça. Tout le premier chapitre en fait explique la jeunesse de Sabrina. Sabrina qui, son père ne revient plus à la maison, donc Sabrina pique des colères, et quand une apprentie sorcière pique des colères, en gros elle retourne la maison dans tous les sens, c'est un gros bordel. Après elle commence à maîtriser ses pouvoirs, après elle commence à être justement à coquiner un familier. Ce familier c'est le chat Salem qui est beaucoup moins drôle dans le comics qu'il pouvait l'être dans la série. Là c'est l'espèce de familier protecteur et qui a un rôle vraiment très protecteur quoi, tout simplement. Il y a le cousin de Sabrina. Sa fonction et c'est tout quoi. Sa fonction vraiment, il défend Sabrina et il essaye de l'aiguiller dans ses choix, machin, parce que Sabrina est une adolescente et c'est aussi ça, c'est un comics d'adolescence, c'est une adolescente qui va être, en proie à ses pulsions d'adolescente. Elle va vouloir s'acoquiner avec Harvey Kinkle et ça va pas être possible forcément, pas de la manière qu'il le souhaite, et il y a le cousin de Sabrina qui va l'emmener dans une autre direction. Ils vont commencer à faire de la sorcellerie. Pardon. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis navré. Pas de souci. Et ça commence en fait à prendre de l'ampleur au niveau du deuxième chapitre, où là on en apprend un peu plus sur le passé de Sabrina, et sur le fait que avant que le père de Sabrina rencontre la mère de Sabrina, il était avec une autre sorcière, une vraie sorcière de laquelle il s'est séparé, et qui en fait revient, qui est réinvoquée des enfers parce qu'elle s'est suicidée, elle était dans un enfer spécial, j'ai plus le nom. Gehenna. Voilà, c'est ça. La capitale des enfers. La capitale des enfers pour les suicider. Et elle revient et elle... Quoi? Non, continue, C'est excuse-moi. bon ambi, c'est bon ambi. Oui, ça oui, va. Voilà, mais c'est c'est pour ça ça. que je parle de viol de jeunesse, quoi, enfin d'enfance plutôt. Enfin, c'est voilà. dégueulasse. Et elle s'appelle Madame Satan. Voilà, Normal. histoire d'enfance. J'avais un pas peu floue. d'idée. Non. Et c'est un comics que j'ai beaucoup apprécié. Il se lit vraiment. C'est vraiment un comics d'horreur. Tout est beaucoup dans l'ambiance et dans les didascalies qui te racontent ce qui va se passer. Comment justement cette Madame Satan va petit à petit revenir dans l'univers de Sabrina. C'est tout le chapitre 2 qui est vraiment excellent. Et on voit que c'est une personne cruelle, perverse, qui va tenter de revenir à... C'est quoi la ville déjà? Riverdale, il me semble. Riverdale, C'est ça. Et c'est un méchant cruel, pervers, qui va revenir petit à petit dans l'univers de Sabrina. À côté de ça, comme je disais, on a la vie de Sabrina, c'est son adolescence au lycée, tout ça, enfin au collège plutôt. Et ça va, on arrive petit à petit vers ses 16 ans. 16 ans aussi le jour d'Halloween, le moment où elle va devoir à ce moment-là faire le choix de devenir pleinement sorcière ou de rejeter tout ça. Et bon, on se doute qu'elle va plus choisir le côté sorcier parce qu'on est dans ce rapport-là avec le comics. Et j'ai pas trop parlé des dessins encore, mais j'ai pas trouvé que c'était... Alors Ben, on en a parlé avant, on n'a pas spécialement aimé le trait. C'est vrai que c'est pas Francesco Francavilla, on est loin de là, mais je trouve qu'il restitue très bien l'ambiance qu'il y avait dans Afterlife with Archie, avec déjà notamment les couleurs, parce que il gère les artworks, donc il gère tout en fait, à la fois le dessin et les couleurs. Et il y a ce côté, c'est très orange, bleu clair, enfin voilà, ça reste dans ces tonalités là, et il s'amuse, il a un coup de pinceau assez je trouve assez expressif, et on voit même sur certaines planches, enfin sur pas mal de planches, on voit vraiment le coup de pinceau qui est donné. Enfin ça donne un côté un peu boisé, un peu comme un filtre sépia Instagram. Ouais, j'ai trouvé que ça allait dans ces couleurs là, et moi j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, et c'était un bon horror comics, et ça a le même défaut qu'Afterlife with Archie, c'est beaucoup trop long à sortir. Le premier chapitre est arrivé fin 2014. En 2015, il y en a 3 qui sont sortis. Ah ouais. Et je voulais en parler maintenant parce que j'ai découvert ce titre il n'y a pas très longtemps dans les sollicitations de juillet. Il y a le 5e chapitre du coup qui sort. Et je me suis dit, putain, mais Sabrina qui est dans l'univers d'Afterlife, mais c'est génial. Et du coup, voilà, je voulais proposer cette série, et moi j'ai pas regretté. Voilà. On va profiter juste de ce que tu viens de finir, juste pour que tu définisses les sollicitations. Oui, alors les sollicitations, tous les mois en fait, les grands éditeurs Marvel, DC, Image, Dark Horse, etc. publient les couvertures et les résumés des comics qui vont sortir généralement dans les 5-6 mois, 5-6 mois d'après en fait. D'accord. Voilà. Ça nous donne un aperçu de ce qui va Ce arriver. planning.
Voilà, et ça nous, ça aussi office de, comment dire, c'est à la base c'est un catalogue qui est chez les revendeurs de comics et qui permet justement aux lecteurs de voir ce qui va arriver et de déjà précommander, parce que ça se joue beaucoup sur les précommandes, les séries. C'est avant même qu'une série commence, on peut savoir si on va l'arrêter très vite ou pas, si elle a un nombre suffisant de précommandes ou pas. Et c'est à partir de là que les sollicitations deviennent utiles. Très bien, merci Gaylor. On va donner la parole à Joe. Et est-ce que toi, cet univers-là, mystico, ado, prépubéro, machin, t'as... D'autres trucs en haut encore ou... Voilà, non. Alors, l'univers me plaît énormément. Il me plaisait déjà dans Afterlife with Archie. Et là, le côté années 60 encore plus assumé, encore plus imposé que dans Afterlife donne une patte vraiment vintage à l'ensemble qui me plaît beaucoup. Je trouve l'atmosphère beaucoup plus malsaine que ce qu'on pourrait imaginer depuis qu'on en parle avec Gaylor là depuis le début. On a quand même, je trouve, un petit peu amoindri le fait que c'est très malsain. C'est bien cracra. C'est vraiment cracra et qu'il y a vraiment des passages qui mettent très mal à l'aise. Du coup, en cela, c'est réussi. L'alliance entre les considérations adolescentes de l'héroïne et de certains des personnages secondaires et le background vraiment un peu glauque derrière, qui est un peu sale, qui est en plus appuyé par le dessin qui effectivement est assez perturbant, parce que on peut pas dire que ce soit beau. C'est pas. Est-ce que ça va pas justement très bien avec? En fait, ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de la sensibilité artistique du lecteur. C'est-à-dire que on peut vraiment trouver ça dégueulasse. Et du coup avoir envie de fermer le truc et de pas lire, parce que c'est effectivement c'est vraiment pas pour tout le monde. Et le pire, c'est que on peut pas non plus dire c'est moche mais c'est voulu alors ça passe. Là c'est quand même chaud quoi. D'accord. C'est quand même chaud, et même moi qui ai vraiment trouvé l'histoire, les dialogues, l'installation de l'atmosphère super. J'ai été un peu rebuté par l'aspect graphique du truc, mais en même temps, au fur et à mesure que je lisais, ça finissait par effectivement aller de pair avec l'univers, et ça me rappelait un peu parfois des films d'horreur des années 70 qui étaient un petit peu fauchés, un petit peu craspec, et où du coup la réalisation n'était pas belle, les effets spéciaux étaient un peu foirés, mais en même temps il y avait une ambiance tellement glauque que malgré les limitations techniques, ça fonctionnait. Et là il y a en fait ça m'a fait ce coup-là avec ce comics. C'est-à-dire qu'au début je me suis dit oula c'est moche. Surtout que quand tu lis Afterlife with Archie, qui est dessiné par Francesco Francavilla avec un trait de ouf, avec des couleurs de taré et tout, là t'es là genre c'est hyper terne, on dirait un papier passé, tu vois tous les crayonnés, enfin c'est hyper. Et puis petit à petit, je m'y suis fait. Je trouvais que ça collait avec l'histoire, mais je comprendrais tout à fait qu'on n'ait pas envie du tout de lire à cause de ça justement. Au-delà de ça, moi ça m'a beaucoup plu. Je vais continuer à le lire, puisque en plus de toute façon ça te prend pas des masses de temps à lire vu que ça sort une fois tous les 6 mois. Donc voilà. Mais voilà, je recommande ça à des gens qui aiment l'horreur un peu craspec, le mysticisme, et finalement les atermoiements adolescents sont bien intégrés au truc. C'est pas chiant, c'est pas mièvre. Il y a toujours un sous-texte un peu pas malsain, mais il y a toujours un truc un peu humour noir derrière qui fait que ça marche. Enfin, donc voilà, il y a beaucoup d'humour, c'est vrai. Il y a beaucoup d'humour, et du coup tout ça fait que ça passe. Il faut juste pour que vous puissiez kiffer, il faut vraiment que vous passiez au-dessus du dessin. Si vous y arrivez pas, ça va pas vous plaire. Je pense que le dessin était également un point négatif pour Ben. Oui, je ne suis absolument pas du tout d'accord avec tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Je parlerai du dessin après, je vais juste parler de l'histoire, du scénar, etc. J'ai quand même essayé de me plonger dedans. J'ai bien aimé les premières pages avec le père, les sœurs, etc. où direct on te met dans le vif du sujet. Mais en fait, j'ai trouvé que ça retombait vraiment comme un soufflet, c'est-à-dire que on voit le père d'où il tire ses pouvoirs, on voit la naissance de Sabrina, on voit pourquoi, etc. Comme Gaylor l'a expliqué. Donc du coup tu dis cool, c'est bien. En plus tu vois à différentes étapes de sa vie, tu la vois grandir et tu dis ok, c'est cool, ça, les choses se mettent en place rapidement, c'est solide, etc. Et en fait ça retombe au final parce que quand elle devient adolescente, en fait on assiste à sa vie de tous les jours. Ça peut être intéressant avec un perso fort, mais là moi ça m'a juste, c'est juste une adolescente qui a des pouvoirs.
pour moi, ça a aussi peu d'intérêt que la série télé à l'époque, même si c'était rigolo et qu'on regardait ça en mangeant ses céréales. Il y a pas. Mais oui, mais Toi, t'avais des céréales l'intérêt, quand c'est ce t'étais qu'il y a tout autour, en fait. Mais oui, mais justement, en fait, pour moi, il y a Ils te mettent rien. un petit truc pour te mettre, quand même te rattacher les pieds sur terre, mais, Oui, mais en fait, je trouve que c'est tout vraiment. se joue chez Sabrina et avec ses personnages secondaires qui Oui, essayent de la mais j'ai pousser trouvé à que être une c'était pas. sorcière. En fait, c'est pas des persos intéressants. Le seul perso que j'ai trouvé intéressant, c'était le père, et on le voit plus après les premières T'aimes pages. pas le T'es- chat T'aimes pas Madame Satan? Si, ça l'aime, si, mais. T'aimes pas Madame Sabrina Satan, J'ai- putain. mais- T'aimes pas est-ce que je Zelda peux- est-ce T'aimes que pas je peux- Hilda Pardon. Je peux T'aimes pas finir le ma coup phrase Ok. ou vous allez faire tous les persos? Donc, Et tu Hilda? effectivement, Madame Satan est un personnage intéressant. D'ailleurs, elle Mais- va avoir sa propre série, non? J'ai l'impression. Qui ça? Madame Satan. Euh, J'ai vu une couve avec écrit Madame Satan et tout. à la base, c'est en fait tous ces personnages, ils existaient dans les années 50-60. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils vont rebooter tu penses qu'ils vont refaire Madame un Satan. Ce Jusqu'à serait la cool. fin du deuxième chapitre, ils mettent un petit genre 4-5 pages, ses origines story. Oui, Enfin, avec sa les, deuxième apparition Ouais. En tout cas, dans Pep Comics. j'ai 17. trouvé que le début partait bien, où vraiment t'es en mode horreur avec des sorcières, avec des trucs graves et violents. Ensuite, ça retombe un peu où tu vois, bon, ok, c'est la naissance de la gamine, donc il va pas non plus arriver des trucs tous les jours, mais ça retombe où t'as un peu la vie de tous les jours. Elle est amoureuse, machin, elle fait un filtre d'amour avec du miel, mais couilles, je sais pas quoi. Ça, c'est chiant. Et après, en même temps, on te dit, bah oui, mais en fait, il y a une sorcière hyper puissante qui revient des enfers et qui, enfin, tu vois, en fait, t'as une espèce de yo-yo toujours comme ça. Et donc, je trouve que le ton, il n'y a pas vraiment de ton général pour moi parce que c'est les deux extrêmes à chaque Tu fois. sais pas si t'es en train de lire Voilà, donc une du coup, amourette d'ado ou un truc super vénère, voilà, et je pense naturel. que le mélange peut fonctionner, mais là pour moi ça fonctionne pas. Ensuite, c'est hyper chiant, j'ai trouvé, à part effectivement le narrateur, donc dans les cases du narrateur où il explique un peu ce qui se passe, notamment quand il y a Madame Satan, c'est assez intéressant, mais quand les persos parlent, putain, il y a des bulles gigantesques, pardon, c'est hyper chiant à lire, c'est imbitable, tout ça pour dire des trucs hyper simples en plus, donc franchement ça m'a vraiment saoulé. Et ce qui aurait pu sauver le coup ne le fait pas. Oh là 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 là. Les dessins, je suis entièrement d'accord, je suis le premier à dire que c'est bien d'avoir un style crado qui sert l'univers, qui sert l'ambiance, etc. Ça aurait pu, mais non. Pourquoi ? Parce que sans parler du trait lui-même, c'est juste le soin apporté au détail. C'est-à-dire que d'une case à l'autre, t'as un perso qui va pas avoir la même taille, enfin je parle de proportion, je parle pas de grandeur ou quoi, même des fois il y a des perspectives où t'as le perso au premier plan qui fait 1 km de haut et celui qui est juste à quelques centimètres après il est tout petit. À un moment t'as dans la jeunesse de Sabrina où en fait elle est censée avoir 7-8 ans, où elle commence à avoir ses pouvoirs se déclencher, donc elle a la morphologie d'une petite fillette de 8 ans et la case d'après on dirait un bébé, non mais vraiment, c'est à dire qu'elle a des petites jambes, c'est pas, horrible. Et en plus de ça, sur certaines cases aussi, beaucoup d'ailleurs, beaucoup trop à mon goût, le même personnage n'a pas la même tête d'une case à l'autre. Et ça, pour moi, c'est quasiment inadmissible parce que si tu fais un personnage... Oui, mais s'il y a une ambiance, Ben. Mais non, parce que ça dessert l'ambiance en fait. Moi, ça me sort, c'est des trucs qui me sortent de l'ambiance en me disant, ok, en fait, c'est ce que Ouais, j'ai je suis d'accord avec toi, il y a des planches inégales. Voilà. Mais après, l'inégalité, clairement. quand elle est vraiment légère, c'est pas grave. Personne dessine parfaitement, etc. Mais c'est juste que là, c'est vraiment, des fois, elle a un œil plus gros que l'autre sur le même visage. Le visage d'à côté, elle avait des yeux différents. Elle est pas coiffée pareil. Enfin, je sais pas. Bah écoute, moi je suis peut-être rentré dedans parce que moi généralement je vois ce genre de détails aussi, mais alors là je suis passé complètement à moi, côté. je comprends complètement ce que dit Ben. Hein. Enfin, tu vois, genre en fait, je peux pas contredire son avis parce que je comprends carrément qu'on trouve ça hideux. Hein. Après, tu vois, hideux, j'irai pas jusque là. Non, mais enfin, même si foncièrement, il y a clairement des trucs qui techniquement sont à la rue, mais effectivement, pour moi, au fur et à mesure de l'histoire, ça a participé à créer cette étrange. Du coup, t'es jamais à l'aise justement. Et du coup, moi, tu ça vois, si m'a. par exemple tu prends le dessinateur actuel de Walking Dead, pas le tout premier, mais celui, je sais comment il s'appelle, je déteste son dessin. Je trouve pas qu'il dessine mal, mais je trouve son dessin vraiment très scolaire. Enfin, limite, pour moi, c'est un gamin qui dessine, mais il est constant. C'est-à-dire, c'est son style, et tout le monde sait que c'est son style. Et maintenant, quand tu lis Walking Dead, tu dis, ok, bah c'est le style de Walking Dead. Là, c'est juste, ok, elle a cette tête-là. Ah bah, elle a pas cette tête-là. Non, en fait, que ce soit moche en soi ou que ce soit difficile à regarder, je veux bien. Pour le style, mais là c'est juste que c'est inégal et moi ça m'a vraiment gâché le truc quoi. Donc en fait c'est super marrant parce qu'on est 3, enfin on est 4 à avoir lu mais vous êtes 3 à avoir review et le dessin n'a pas affecté les personnes de la même façon. Ouais, c'est ce que disait Joe en fait, ça dépend de la sensibilité. Mais comme le disait Joe tout à l'heure, tu donnais un très bon exemple avec les films des années 70. Toi tu rentres dans une ambiance et même si tu vois les imperfections, les faux raccords, Voilà. des trucs comme ça. Pour moi c'est tu les exactement pardonnes. ça donne ça et c'est surtout dû au fait aussi que c'est un récit d'épouvante, de sorcellerie et tout ça. Et du coup ça m'a j'irai pas jusque là parce que So Bad It's Good pour moi c'est nanar, tu vois, c'est tellement un nanar que c'est bien. Là pour moi c'est pas un nanar, hein. Il y a vraiment du une boulot qualité derrière. d'écriture Mais bon voilà, je comprends.
On va passer à la 3e revue de cet épisode numéro 46. Il s'agit de Huck. Yes. C'est donc un comics de chez Image, ça fait longtemps qu'on en avait pas parlé, qui a été écrit par Mark Millar, qu'on va pas présenter, mais qu'on présente quand même, Judge Dredd, Swamp Thing, Fantastic Four, Civil War, Kick-Ass, tout ça, et illustré par une personne qu'on va pas présenter, mais qu'on présente quand même, qui s'appelle Rafael Albuquerque. Pourquoi tu voulais pas le présenter? Non, parce qu'on en parle c'est une souvent blague. de Albuquerque. Ah d'accord. Oh, là là là. m'aplatit mes blagues. Qui n'est, comme son nom l'indique, pas du tout américain mais brésilien, et qui a commencé chez DC avec Blue Beetle et American Vampire. Et il a fait Hate aussi, donc on l'avait chroniqué il y a Ah oui, c'est vrai, une dizaine effectivement. de numéros. Je crois. Tout à fait. Et du coup, c'est Joe qui, tout à fait, va reprendre parfaitement la parole pour me parler de ce comics qui a failli me faire pleurer. Eh ben écoute, ça me fait plaisir parce que effectivement c'est un gros coup de cœur que je vous présente là. Et pourtant, tu as aimé du Millar. et voilà, exactement. J'allais commencer par ça. Si vous êtes des auditeurs ou des auditrices habitués de l'émission, vous savez, vous m'avez certainement entendu dire à un moment ou à un autre que j'avais envie que Millar se foute sa tête de roue dans le cul et qu'il disparaisse de la planète de la Terre. Sa tête d'écossais roux. Quand même. Sauf que de roue, de bouquin, pas de parfois, roue oui, de voiture. de bouquin. Rien dire, Ben. Sauf que de temps en temps, Millar ça lui arrive de me séduire, comme par exemple avec Jupiter's Legacy que j'avais trouvé vachement bien, mais quand même en grande partie grâce au dessin de Frank Whiteley dont je suis extrêmement fan. Oui. Là, une fois de plus, il s'adjoint les services d'un dessinateur que je révère, à savoir Raphaël Albuquerque, que j'ai découvert à l'époque effectivement avec American Vampire et qui m'avait direct séduit avec son trait. Et donc là, Millar ajoute une pierre à son Millarverse de fils de pute, mais avec une nouvelle mini-série Huck qui s'éloigne de tout ce que Millar a l'habitude de nous proposer et ça fait un bien fou. En gros, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je trouve qu'on s'appesantit trop sur les histoires. Juste le pitch de base. Imaginez que Parlons de la qualité du papier. Imaginons que Superman est resté à Smallville, qui est jamais devenu Superman, et qu'il a grandi pour simplement se servir de ses super pouvoirs pour aider sa communauté de Smallville. C'est-à-dire que c'est un super héros à l'échelle d'une petite communauté rurale aux États-Unis. Alors évidemment, là, je vous dresse le pitch de base. L'histoire va rapidement aller plus loin. On va découvrir les origines de ce mec-là, Huck, qui est un peu le simplet, l'idiot du Forrest Gump, village. Pardon. Forrest Gump Un petit côté Oui. Forrest Gump. En fait, Forrest Gump monté comme Superman, si tu veux. C'est-à-dire une sorte de Forrest Gump. C'est ça parce qu'il est gentil en fait. Voilà, Vraiment gentil. mais un mec foncièrement gentil, Une bonne âme. que du coup tout le monde dit être un peu le simplet et tout, alors que on se rend bien compte que derrière cette gentillesse, derrière cette envie d'aider son prochain, c'est pas vraiment qu'il est simple en fait, c'est juste que c'est un type de personne qui n'existe plus dans la société actuelle et donc du coup Sans cynisme. voilà sans- et donc du coup tous les gens sont là genre mais c'est parce qu'il est un peu con ou c'est juste qu'il est gentil. Bah non, en fait c'est juste que c'est un mec gentil mais que ça n'existe plus et du coup cette histoire dans son évolution va devenir véritablement touchante parce que globalement Huck qui est donc le bon samaritain du village, on s'aperçoit qu'il a des super pouvoirs. Enfin, en fait, son truc, c'est qu'il retrouve les trucs que les gens perdent. Il vide toutes les poubelles de toute la ville avant que tout le monde se réveille. Enfin, voilà, il commet des bonnes actions. Il est trop bien super Mais pouvoir, je mais c'est génial en fait. Ouais. Il fait que commettre des bonnes actions sans rien demander sans rien demander en retour de manière totalement voilà de bonté d'âme. Et c'est le secret le mieux gardé de sa ville évidemment, qui ne veut absolument pas pas par égoïsme, mais on sent que le village dans lequel il vit a envie de le protéger un peu du monde extérieur, se doute que si jamais le monde apprend qu'un tel être existe, eh ben les médias, la population va s'en mêler, tout le monde va vouloir sa part du gâteau. Bien entendu, malheureusement, c'est ce qui va très rapidement se produire, et la suite de l'histoire, je veux pas vous la raconter parce que c'est cette découverte du monde extérieur qui va faire toute une partie du sel de Huck, et c'est ce qui va également participer à amener l'émotion qui est vraiment à fleur de peau, j'ai trouvé dans cette série. Et j'ai vu que c'est Millar, j'ai vraiment hâte de voir le film. Et, Attends, what? non, j'en sais rien, mais attends. c'est exactement le genre de truc qui peut tout à fait. Ouais. Un mec, je veux dire, là Ben vient de le dire, j'y avais pas pensé, mais un mec va en studio et dit
j'ai le Forrest Gump des super-héros là mec. Je veux dire, Ah, là, c'est en ça, fait, ouais. je suis à la Warner, je signe tout de suite DJ. Forrest Shut Gump, up and super-héros, tap my ok très bien, on y va, c'est un go, we have a green light. Putain, ça me fait mal au cul de dire ça pour Millard, mais c'est à mon avis un grand comics quoi. C'est une grande mini-série, c'est-à-dire que il y a énormément d'humanité, il y a pas tout le cynisme qu'on retrouve chez Millard habituellement. On n'a pas l'impression qu'il se fout de la gueule du lecteur, on n'a pas l'impression qu'il tire son personnage en dérision comme il peut le faire dans Kick-Ass par exemple. Ouais. C'est vraiment c'est assez premier degré. Et moi ça m'a changé de tout ce qu'on lit depuis des mois et des mois avec c'est vraiment différent et c'est une histoire qui suffit à elle-même, donc ça aussi c'est cool, c'est-à-dire que là on est censé parler que des 3 premiers numéros, mais en fait les 6 numéros qui forment un tout, comme il l'avait fait avec Chrononauts assez récemment sont sortis. Voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment il a plein de petites idées et plutôt que c'est ça qui finalement me fait relativiser son Millarverse, c'est-à-dire que à part Jupiter's Legacy et Jupiter's je sais plus quoi Circle, où t'as vraiment l'impression qu'il développe un univers étendu et tout, j'ai l'impression qu'à côté il a juste envie d'écrire de petites histoires qui peuvent se consommer comme ça. Et c'est pas du tout dans le Miller World en fait. Et c'est pas dans le Miller World. C'est un comics, Image Comics. Donc c'est un comics Image Comics, mais et du coup parce voilà, qu'il a son imprint. c'est exactement. Donc voilà, c'est enfin moi je vous le recommande vraiment chaudement et j'ai même presque envie de le recommander aux gens qui sont habituellement réfractaires à Superman. D'accord. Et bah complètement. et bah lisez Huck. Et ensuite, essayez de lire Superman avec en vous disant que ce personnage, en fait, ça pourrait très bien être la matrice du personnage de Superman, et ça explique beaucoup, parce qu'on reproche toujours à Superman d'être le Boy Scout, et à chaque fois moi je dis mais justement c'est ça qui fait du bien dans le personnage de Superman, c'est qu'il est foncièrement bon, et mais il a tellement d'histoires, 75 ans d'histoire de comic books derrière lui, que les gens aujourd'hui ont du mal à lui pardonner toute cette histoire, alors qu'en fait Huck, étant donné que tu découvres un personnage directement comme ça en 6 numéros, ça te permet de l'accepter tout de suite. Et ben vous avez qu'à lire Superman après en vous disant que c'est Huck en fait. Parce que c'est une mini-série Superman en fait. Faut le voir comme ça. Franchement, je pense qu'on peut complètement le voir comme ça. Et si vous voulez, si en lisant Huck, vous voulez vous dire que Huck c'est Clark Kent, ça pourrait tout à fait être une origin story alternative d'un Elseworld de Superman, si tu veux. Et ça a vraiment la force des grands récits classiques de Superman. Donc chapeau à Mark Millar. J'ai hâte que tu refasses un truc de merde pour que je puisse recommencer à te chier dessus. Genre j'assume pas. Mais là vraiment c'est bien. Et Raphaël Albuquerque, c'était je pense le seul qui aurait pu s'en sortir mieux, c'est Quitely, mais Frank Quitely. Mais là Raphaël Albuquerque il est parfait. Il a été impeccablement casté pour ce comics, parce que il arrive à transmettre cette patte un peu vintage, un peu nostalgique, et en même temps il y a du modernisme dans son trait et tout. C'est vraiment c'est une très très belle réussite à mon goût. Voilà. Est-ce que Ben t'as été contaminé par le même enthousiasme que Joe? Absolument. En fait, j'avais plein de trucs à dire sur l'histoire, mais en fait, comme l'a dit Joe, je me rends compte en écoutant ce que dit Joe que pas mal d'émotions que j'ai eues en lisant, c'est en découvrant les choses. Donc je vais pas les dire parce que ça serait du coup un side spoil. J'ai fait exprès. Il y a tout un pan de l'histoire que j'ai pas. Mais même les petites choses, petites choses, des trucs Mmh. en fait, juste des certaines cases où en fait, juste le fait de les voir sans le savoir, ça te prend, tu vois. Donc effectivement, je vais pas en dire plus. Par contre, effectivement, les dessins, ça m'a vraiment déjà dès la couverture, le style, c'est beau, hein. Moi j'adore de toute façon. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un style très doux qui va avec le personnage, parce que c'est quand même si c'est une force de la nature, c'est quelqu'un de foncièrement bon et moralement doux. Mais t'as quand même des personnages qui ont des traits assez durs, mais tout ça cohabite. Son style, bien à l'inverse de Sabrina où c'était complètement dans tous les sens. Là, ça a rien à voir. Le style est maîtrisé. Et comme dit Joe, il a été casté parfaitement. Voilà. Alors qu'il est connu pour American Vampire ou des trucs beaucoup plus agressifs, et qu'en plus il a un trait tu dis il y a beaucoup de douceur et tout, mais son trait à la base il est assez anguleux, et tout. C'est ça qui est beau, c'est que ça se en fait ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un bel exercice de style pour lui, quoi. Sans dévoiler l'histoire, un truc qui me plaît de toute façon dans beaucoup de comics, au point que j'avais lu les dinosaures, le dinosaure où il y avait aucune case là, aucune bulle, Ancient Egyptian, mon dieu, oui. c'est que là en fait il y a
peu de texte, enfin il y a assez de texte, ni peu ni trop, etc. T'as certaines pages où en fait il y a toutes les cases, c'est juste des dessins, on suit une action, c'est hyper explicite, enfin C'est fluide, ouais. c'est fluide, voilà. Enfin le perso il fait 150 kilos, mais en fait tu le vois virevolter, il vole pas, mais tu le vois se déplacer, enfin c'est presque poétique en fait, et vu que tu sais que c'est un personnage foncièrement bon, tu te poses pas de questions sur lui, tu dis ok en fait c'est la bonté incarnée, donc ce que je vois en fait c'est hyper sincère, et il y a pas d'entourloupe quoi, tu vois. Donc voilà, donc enfin le découpage de certaines cases c'est assez drôle, où t'as un méchant qui dit une phrase et c'est dans la dernière case de la page, et tu tournes pour avoir la case de la première case de la page d'après, et là tu vois que l'ennemi il a été envoyé dans les airs. Enfin, je trouve ça assez drôle, je sais pas si je l'explique bien, mais en gros il y a pas de transition entre le moment où l'ennemi dit je vais te péter la gueule et la case d'après c'est lui qui se fait péter la gueule. Enfin, de petits trucs comme ça fait un peu cartoon, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà, donc effectivement le perso il a une origin story assez dense, et on le découvre après. Donc c'est super. C'est limite, t'es frustré qu'Alexis, quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin, t'es là, genre, C'est j'ai vrai. envie de le suivre jusqu'au bout du monde, lui, quoi. Et toi, Gaylor, est-ce qu'on va faire un home run Bah ouais, là c'est home run. Hein. Franchement, moi j'ai adoré. J'adore le dessin. Et je suis pas aussi catégorique que toi, Joe, sur Millard. Mais là, ça fait du bien parce qu'en fait, il ferme sa gueule, quoi. Il arrête 2 secondes de Non, mais commenter je pense le que monde moderne. exactement, c'est-à-dire que Il même arrête si 2 on aime secondes. bien Millard, Il a fait des bons trucs. il est- hein, non, mais même pour les gens qui sont fans de lui, je pense que c'est quand même une bouffée d'air, Huck. Ah oui, complètement. Parce que c'est Ouais. tellement verbeux, Millard, d'habitude, Bah oui. que là, il laisse tellement d'espace au dessin et à l'histoire que ça fait du bien, quoi. Quand à la fin, il y avait eu un director's cut du premier chapitre où tu vois à la fin le script en fait, et il y a rien, quoi, et tu te rends compte que tu peux écrire vraiment un très bon comics avec une poignée de mots tout simplement, et le premier chapitre c'est vraiment un exercice de style pour les deux, pour le scénariste et pour le dessinateur. Et un autre truc que j'aimais bien dans le dessin aussi, c'est qu'on voit souvent c'est tout con, hein, mais les visages sont tellement expressifs. La gueule de Huck quand il est content, tu vois, quand il fait une bonne action, il a une espèce de sourire, un petit rictus qu'il a tout le temps, et c'est juste beau, quoi. Tu te prends ça dans la gueule, il te sourit littéralement, le personnage, et tu fais putain, mais voilà, j'ai envie de vas-y. Ah ouais, t'as envie de l'avoir. T'as envie fais d'avoir une un Huck, deuxième hein, mini-série, enfin, quoi. non, Ouais, mais ouais. c'est surtout que t'as envie d'en avoir un chez toi, quoi. Ouais. T'as envie que dans ta S'il ville, il y a faut, un T'as Huck, quoi. envie d'allumer BFM, mais t'as envie qu'à un moment il y a une news sur Huck. Mais Il y a un mec tellement, qui tellement. virevolte Sauf de qu'en camion en fait, s'il y a une camion. news Ouais. sur lui, tu te diras ah non, il est découvert. Je sais pas s'il y aura un film, mais c'est dommage que Patrick Swayze soit mort, parce que j'aurais bien vu Patrick Swayze un peu gonflé. Là, il aurait été Tu bien sais, c'est le à style l'époque. américain, beau gosse ouais. américain de fermier machin, et ça aurait bien aimé. Bon, il est mort le pauvre. Ouais. Bon ben la table est conquise. Mhm. C'est donc une série Image qui n'est pas tout à fait finie, mais le TPB, si je me trompe pas, sortira en août en anglais. Je sais pas ce qu'il en est de la version française. Peut-être que Vertigo, Urban Comics. Urban se Je penchera sais pas, là-dessus. tiens, j'ai les previews d'ailleurs, mais ils sont un peu à la bourre. Enfin, s'ils sont un peu à la bourre, c'est pas de leur faute, hein, mais c'est pas encore dans les previews. Là, il y a Low qui va débarquer chez Urban. Je ne saurais que trop vous le conseiller. Du coup, c'est tout pour les revues pour cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez faire des commentaires sur la page Facebook, Twitter ou le site de Radio Kawa, rubrique culture et art pour notre émission. Sur ce, nous allons passer à la suite avec la publicité. Petite différence. Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotoz. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ceux qui la font. On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa. Il y a donc pas de jingle. De retour Ah oui, un dans- jingle, pardon, excusez-moi. Ça aurait été con de pas l'avoir, quoi. Ça aurait été con. de retour dans cette 46e émission de L'opulence. De Pardon. retour dans cette 47e émission de Comics Outcast, nous passons à la découverte. Et cette semaine, c'est Gaylor qui va... Ah non, on avait dit que c'était Joe au début. Ta gueule. Non mais non. Cette semaine, c'est Gaylor qui va nous présenter une série par un de nos parrains virtuels qui s'appelle Jonathan Hickman, dont on parle très souvent. On en a jamais parlé. Je sais pas que ça. Non, franchement, pour le coup, regardez notre historique, on en parle toutes les 2 semaines environ. Wait, on a une émission toutes les 2 semaines. Tout ça pour dire quoi, excusez-moi. Voilà, le titre de cette semaine, c'est Shield. Alors, Shield. on va parler, Gaylor, de quel Shield? Ah, le Shield.
Bah, on va parler du Shield. Ah putain, il y a un petit problème avec mon micro, non? Non, pas Non, du ça tout, va. on t'entend. Moi, je m'entendais pas, d'accord. Non, tout va bien. euh, Ok, c'était quoi la question? Le Shield. On va parler de quel Shield? Bienvenue. comme Le mec est Southcast. perdu et c'est de la faute de la technique, tu sais. Ouais, c'est ça. On va parler du Shield version Jonathan Hickman. Alors un Shield version Jonathan Hickman, qu'est-ce que c'est? C'est un Shield qui s'inscrit depuis la nuit des temps dans l'univers Marvel. En gros, il bazarde tout le côté Nick Fury, Dum Dum, Dugan, enfin Howling Commandos. voilà, ouais. héliporteur dans le ciel. Là, c'est même plutôt l'inverse. En fait, c'est une cité mystérieuse sous Rome, Sous le Vatican, genre. Immortal City. Et en fait, voilà, c'est Hickman qui fait du Hickman, qui prend les jouets Marvel et qui fait quelque chose de complètement grandiloquent. Et je voulais lire ça parce qu'en fait, c'était l'un des rares trucs que j'ai pas lu de Jonathan Hickman chez Marvel. Et je me suis rendu compte en fait que chronologiquement, ça se situe entre Fantastic Four, son run de Fantastic Four de 2009, et ce qu'il a fait après pour Marvel Now, Avengers, New Avengers, Secret Wars. D'accord, donc 2011, 2012, un truc comme ça, il me semble. C'est ça, en fait, c'est Ouais. entre 2010 et 2011 son Shield. Et ça, en fait, ça a son importance dans le récit parce que quand tu connais ces deux runs, tu te rends compte qu'une fois de plus, avec Jonathan Hickman, tout est connecté, tout le temps. Et c'est à base de petites références comme ça. Ça reprend déjà les deux grands principes de base de Fantastic Four et Avengers, à savoir dans Fantastic Four, la phrase que répétait tout le temps Reed Richards, c'était Solve everything. Il faut trouver l'équation qui résout tout. Et dans New Avengers, c'était Everything Dies. Ouais. Et on se situe entre les deux, et c'est justement les deux écoles qui s'affrontent. C'est un Shield qui est né en fait d'abord dans l'Égypte ancienne, où on y croise en fait à l'époque. Codil. Pardon? Pardon? Quoi? What? À un moment, l'invasion des Broods, qui est une race extraterrestre, qu'en fait on peut comparer ça aux aliens en fait, tout simplement. Oui. Voilà. Qui se reproduisent un peu. Voilà, n'importe qui comment. arrivait en Égypte, l'époque des pharaons, qui a essayé de foutre le bordel et qui a été repoussé par les premiers humains protecteurs de la veuve et de l'orphelin. Et parmi eux, il y avait par exemple, je sais pas, la première incarnation de Moon Knight, il y avait Apocalypse. Oui, qui était gentil. Et hein. donc c'est de là qu'est né le Shield, donc cette organisation secrète qui décide de protéger le monde. Et le récit en fait commence en 1953, la chute à la mort de Staline. En fait, t'as un jeune, on va dire méta-humain qui s'appelle Léonide, qui se fait recruter par Nathaniel Richards, le père de Reed Richards, et comment il s'appelle, le père de Tony Stark déjà? Howard Stark. Howard Stark, voilà, merci. Il se fait recruter par ces deux personnes qui l'emmènent justement à Rome, dans la cité immortelle, pour lui expliquer en gros que son destin c'est de protéger la Terre jusqu'à ce que en gros everything dies, jusqu'à ce que tout meure. D'accord. Et en fait, c'est deux écoles de pensée, l'une incarnée par Isaac Newton. Ah ouais, d'accord, qui est- ils vont très loin dans les Voilà. références, ok. Isaac Newton d'un côté qui est dans le raisonnement absolu, qui est là, qui dit qui connaît tout, qui a maîtrisé tous les grands concepts de l'humanité qui sont The Greater Science, The Quiet Math, Silent Truth, Hidden Hearts et Secret Alchemy et tout le Shield se base justement sur la maîtrise de ses connaissances et justement le fait d'utiliser ses connaissances pour protéger la Terre. Et c'est du Jonathan Hickman qui déballe ça sur toute l'histoire de l'humanité, parce que tu as Archimède qui était au Shield, tu le savais pas? Tu as bon Galilée, tu as Newton, donc tu Tous as les gros Léonard da Vinci. qui ont changé, qui ont révolutionné Voilà, en fait, leur domaine de. tout ce qui est pinacle de prédilection. l'humanité, en fait, il y a le Shield juste derrière. D'accord. Ils font partie du Shield et ils sont dans l'univers Marvel. Donc avec Tu sais à tout quoi ce ça qui fait est- penser? Vas-y. Assassin's Creed où tu sais, des personnages classiques. Complètement ça. Ouais, il y a tellement une ambiance Assassin's Creed, genre Enfin, le si c'était côté Hickman qui Brotherhood. écrivait Assassin's Creed, ce serait moins con. Ah oui, mais on sent. Alors c'est clair, c'est sûr, mais à mon avis, je sais pas si tout le monde arrivera à suivre au bout d'un moment. Tu vois, Non, Si- c'est clair. parce que le truc d'Hickman justement dans Shield, c'est que C'est un il peu part- trop chaud pour Ubi quand même, je pense. Ouais. beaucoup trop ambitieux. Ouais. Assassin's Soul. Bah là, le truc, c'est qu'en fait, il Assassin's parle de Creed. 1950. Du recrutement de Léonide, et puis après Jonathan Hickman passe son temps à remonter dans le temps à Rome de l'époque de Léonard da Vinci, remonte en Égypte ancienne, remonte dans la Chine, la Chine de l'époque de Zen Hang, et à l'époque où il y a un Céleste qui arrive sur Terre, et il arrive à convaincre ce Céleste. Alors Céleste, c'est dans l'univers Marvel, c'est des gigantesques extraterrestres robots qui arrivent sur Terre et soit qui se posent là et qui attendent que à l'intérieur de la Terre, dans le noyau de la Terre, il y a un Céleste qui va émerger. Et en gros, le but du jeu, en fait, c'est d'attendre que le Céleste
Ness tout simplement. Et ce mec-là va convaincre un Céleste de planter, au lieu de planter la graine dans la terre, de le planter dans le soleil en fait. Et ça va donner un Céleste un peu plus différent, un Céleste plus. Et Jonathan Hickman va s'amuser aussi à parsemer le récit de son origin story à lui et à son impact dans l'humanité aussi. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Et tout ça pour en venir à... je suis perdu dans tous les trucs comme ça. T'as fait une Hickman. Voilà, vous avez à peu près le lecteur lambda devant un Jonathan Hickman, quoi. C'est très touffu. Et tu peux pas décrocher, quoi. C'est mystère sur mystère. C'est un peu comme, je sais pas, vous avez vu Lost forcément, la série. Ouais. Au moment où tu réponds à une question, en fait, t'en as 3 autres qui s'ouvrent, quoi. Et t'en as 2 qui resteront toujours en suspens. Mais je répondrais en disant que, comme pour Assassin's Creed, c'est beaucoup plus intelligent que Lost aussi, quoi. Enfin, Jonathan Hickman, c'est vraiment un putain de génie, quoi. Ah oui, complètement. C'est... Et là, il prend les jouets Marvel, il en fait un truc vraiment très sophistiqué. Et quand tu lis ça, c'est très, très enthousiasmant, quoi. C'est des questionnements sur l'humanité, c'est des questionnements sur la science, sur les maths. Et c'est justement après le Shield en 1950 qui se divise justement d'un côté Isaac Newton qui a... Donc qui est encore en vie. Oui, voilà, bien sûr, parce ouais. qu'il maîtrise tout ce mec. Et il arrive à... Parce qu'il y a le comment s'appelle l'Infinite Formula, le truc que s'injecte Nick Fury et Black Widow dans les années 50 et qui explique qu'ils sont encore vivants de nos jours. Et on t'explique dans ce comics que c'est un truc qui remonte à super loin et que c'est un truc qu'a développé Isaac Newton depuis des temps immémoriaux, qui voyage dans le temps et qui parfait sa formule à chaque fois. Et à un moment, t'as beaucoup de célébrités, t'as même Nostradamus et il emprisonne Nostradamus sous la cité immortelle. Et en gros, il lui injecte une version de l'Infinite Formula qui lui fait rester en vie, mais qui le rend dépendant de ce truc. Et pas légume, il devient pas un légume Nostradamus, mais il devient très très affaibli. Et en gros, ça devient une espèce de prophète complètement dingue qui est dans une cave et qui t'as du mal à traduire ce qu'il dit. Et qui déblatère tout sur l'avenir à base d'énigmes, tout ça, très, très Jonathan Hickman, quoi. D'accord. Et voilà, le truc c'est que c'est un très beau récit, très très complexe et qui prend tout son sens quand tu as lu FF et quand tu t'apprêtes à lire New Avengers. Tu dis ça pourquoi? À cause du ton ou que vraiment ces 3 histoires sont liées? Chronologiquement, dans tout ce qu'a développé Hickman pour Marvel, tu sens que c'est la 3e pierre en fait. Moi j'avais lu que FF et sa partie Avengers. Ouais. Je sentais que c'était 2 choses complètement décorrélées l'une de l'autre. Et tu sens qu'en fait Shield est au milieu et autour en fait. C'est pour une bonne raison, d'accord. Pour une bonne raison en fait, parce que tu as les origines de Nathaniel Richards, pardon, qui est l'un des persos principaux du run de Jonathan Hickman dans les Fantastic Four, que je vous invite à lire, on fera peut-être un focus sur ça un jour. Et d'un côté aussi tu as Howard Stark qui est lié à Tony Stark, qui est lié à tout ce qui va se passer dans Avengers et tout. Et Jonathan Hickman fonctionne aussi beaucoup par symbole, par symbolisme, par... il a ces espèces de grands plans, c'est très graphique dans sa tête, j'imagine. C'est d'un côté, même ça rappelle le début des pages d'Avengers, New Avengers, c'est quand il invoquait l'équipe des Avengers et c'était sous forme des logos, voilà, t'avais des logos et t'avais une espèce de truc un diagramme d'association. Par exemple, t'avais au milieu Captain America et qui émanait, t'avais des traits puis d'autres boules. Ça ressemblait à quoi, putain, ce jeu de sphères? Enfin bon, bref, en gros voilà, c'est très un mur de représentation. Ça n'a rien à voir, mais ça fait penser aux sphériés dans Final Fantasy X. C'est exactement ça à quoi je pensais. Super. Voilà. Et tout ça pour finir sur ça a l'air très pompeux raconté comme ça. Je pense, je sais pas, mais il y a des trucs très très fun, comme par exemple un moment Archimède qui construit le géant de Rhodes et qui se fout dedans pour combattre un envahisseur, une sentinelle Kree. Sentinelle Kree, c'est des robots sentinelles qui appartiennent donc à la race des Kree et qui font 20 mètres de haut, et donc tu as un combat de géants comme ça dans l'Antiquité. C'est complètement génial, quoi. Et donc voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Donc c'est une espèce de Civil War à la sauce Shield, parce que d'un côté tu as les adeptes d'Isaac Newton et de l'autre côté les adeptes de Léonard da Vinci. Et ce mec dont je parlais au début, Léonide, qui doit départager, qui doit choisir l'une des 2 voies ou peut-être même sa 3e voie. Et je vous invite vraiment à lire Shield si vous aimez bien les histoires un peu tarabiscotées de Jonathan Hickman. C'est alors
mes petits camarades se sont un petit peu trompés. Enfin, je pense à toi, Eric, et à toi, Ben. Non, moi j'anime l'émission. D'accord, pardon. Mais c'est pas facile à suivre parce que tu as une V1 qui fait 6 chapitres, une V2 qui fait 4 chapitres, mais qui doit se finir en 6 chapitres, mais qui n'est pas fini, qui est en suspens depuis 2013 parce que à ce moment-là, Hickman était sur son run des Avengers et devait finir absolument Infinity, l'event Infinity, Infinity avant Secret Wars. Et Dustin Weaver, le dessinateur, avait déjà fini le dessin et l'ancrage du 5. Mais Marvel voulait attendre que le 6 soit prêt pour sortir les deux. D'accord. Sauf que le 6 n'est pas vraiment prêt. Je sais pas à quel stade il en est, mais je sais que le dessinateur est très saoulé, il en parle sur son blog. Le 5 est fini depuis X années et il attend que ça sorte. Et on attend aussi que ça sorte parce que, en fait, je pensais pas, mais je vous ai fait lire en gros un truc pas fini, quoi. À la fin du 4, on est à la fin, ça c'est un to be continued et tu sais pas ce qui va se passer après, quoi. Mais ça reste une très belle histoire. Ben, toi tu l'as lu aussi. Est-ce que tu as eu un mal de crâne en essayant de suivre aussi? Bah en fait oui, j'ai pris les trucs dans le mauvais ordre, mais bon c'est pas très grave. Vous avez mis les liens sur le Slack. Oh dis donc, c'est pas grave parce qu'en fait c'est pas facile. Oui. L'idée de base m'a plu, le scénario m'a plu, l'ambiance aussi, les dessins je les trouve super, enfin c'est hyper soigné. On parle souvent des dessinateurs donc de Weaver, mais il y a aussi Strain. Je sais pas si c'est comme ça, mais Strain, qui est le coloriste et en fait ça joue beaucoup parce que c'est hyper joli, en fait c'est hyper soigné. Du coup, enfin, ça me donne forcément envie de lire. En fait, ça attire l'œil et du coup, t'as envie de dire tiens, lui c'est qui, machin. Comme l'a dit Geller, il y a des combats titanesques avec des créatures complètement dingues et tout. Et puis, enfin, je dis ça sans être péjoratif, mais ça m'a un peu fait penser, tu sais, à Da Vinci Code, genre sous le Vatican, il y a un truc machin. Société secrète. Voilà, Newton en fait faisait partie de l'ordre de machin. Bon là, c'est pas le. Bah, si t'es allergique à ça, faut pas lire. Hein. Là, ça va non, vraiment, c'est ça fois 1000. Évidemment, Da Vinci Code est ce qu'il est, mais je donnais un exemple dans le bon sens en disant c'est cool de se dire. Enfin moi de toute façon j'aime bien toujours les trucs de société secrète, etc. Donc j'ai bien aimé ce côté. Ah bah oui, en fait lui qu'on connaît dans les livres d'histoire, en fait, bah, c'était un membre du Shield, donc je trouve ça bien. Et puis l'idée aussi de dépoussiérer, paradoxalement en allant dans le passé, mais de dépoussiérer un peu le Shield et de virer cette idée avec Nick Fury, etc. et de dire qu'en fait c'est un truc qui est là depuis la nuit des temps. Je trouve que ça donne plus de sens au Shield. Ça devient ça après, voilà. Hein, mais c'est juste que là on est vraiment dans l'origin story. Oui mais bon, en tout cas dans certaines versions du Shield ça a été créé pendant la Seconde Guerre, etc. Oui. Enfin, tu te dis pas que c'est un truc ancestral. Donc voilà, après comme un flambeau passé, tu vois. Voilà, exactement. Alors que, et puis en plus le logo qui est un aigle qui de base je pense était pour les États-Unis. En fait, t'apprends que c'est un symbole égyptien, donc je trouve ça c'est assez habile, quoi. Je trouve ça sympa. Donc voilà, donc non c'est plutôt bien, c'est assez dense, mais c'est pas chiant et c'est pas bourrage de crâne. Je trouve ça cool parce qu'en fait évidemment ils se servent de la puissance culturelle des personnages historiques, mais ils le font bien et c'est plaisant, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et puis c'est bien parce que même toi, je pense pas que tu aies lu ces runs de Avengers et ceux de 4 Fantastiques. Bah tu vois, ce qui est bien aussi avec Jonathan Hickman, c'est que c'est mystérieux, ça va dans plusieurs niveaux de lecture. Ouais, complètement. Et vu que moi j'ai lu Avengers, j'ai lu Fantastic Four, et ben j'ai vu des trucs aller un peu plus loin. Ça m'a pas révolutionné, ça m'a pas chamboulé le récit non plus, tu vois. Mais c'est amusant de faire référence à des choses, à te rendre compte que ce mec a vraiment 5 ans d'avance sur ce qu'il écrit, quoi. Mais ça gêne pas. C'est proprement hallucinant. Quand t'es néophyte, ça te gêne pas pour autant. Ça te et voilà. Et en pas, plus voilà, c'est complètement fou, quoi. C'est vraiment un vrai talent, quoi. Et enfin un autre point positif, c'est que effectivement même quand tu connais simplement juste Marvel, il y a tellement de références par rapport à, enfin avec certains personnages, on voit Stark, on en parlait tout à l'heure, que tu peux quand même rentrer dans le truc. En fait c'est fondateur, mais ça reste très distant. Oui voilà. Donc c'est relativement agréable. Merci pour cette découverte. On va vous diffuser une petite publicité. On se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission. La légende dit qu'il y a très longtemps, peut-être plus de 1000 ans, 4 chroniqueurs créèrent la société secrète de l'Agapar. On dit que dans leur infinie sagesse, ils offrirent au monde la bonne parole du jeu vidéo, leurs analyses, leurs coups de cœur, leurs coups de gueule et leurs plus beaux jeux de mots pourris. Mais des forces maléfiques les enfermèrent à jamais, grâce à un sort dont ils ne purent se libérer. Coincés depuis trop longtemps dans une grotte sombre et humide, frustrés par des siècles de combos ratés à Street Fighter, on raconte qu'ils sont parvenus à reprendre contact avec le monde extérieur grâce à la magie d'Internet. Aujourd'hui, la légende dit qu'une oreille attentive peut les entendre dans l'Agapar sur Radio Kawa. Oui,
bien, mais bien. Troisième et dernière partie de cette émission. N'oubliez pas Twitter, Facebook et compagnie. J'ai pas. On va parler du 13e film du Marvel Cinematic Universe, donc il n'est pas Spider-Man comme vous pouvez l'entendre dans la bande son. C'est Captain America Civil War. On a vu le film, pas tous ensemble, mais on l'a vu le jour de sa sortie, donc le 27... Non, moi je l'ai vu hier. Hyper récemment. Hyper récemment. Enfin, pas hier, mais cette semaine. Ouais. Donc réalisé par les frères Russo, Anthony et Joe de leur prénom, qui ont déjà réalisé Captain America 2 2 ans ou 3 ans auparavant. Je disais que donc c'était le 13e film Marvel, c'est le premier de la phase 3, sachant que le précédent c'était Ant-Man. Il a coûté quand même 250 millions de dollars. Et à ce jour, le 13 mai, il rapportait 780 millions de dollars. Donc on va bientôt arriver au milliard, ce qui est quand même assez ouf. Je pense pas qu'ils les atteindront, mais non, ils atteindront pas le milliard. Ok, avec les DVD tout ça. Non, ça m'étonnerait. Bah, là, on est, enfin, c'est presque comme s'il était déjà en fin de vie en termes de box-office là. Il est sorti le 6 aux États-Unis. Ouais, mais enfin, bon. C'est les 3 premiers week-ends, 2 premiers week-ends qui comptent. Ouais, ça peut, mais bon. Au casting, on retrouve tous ceux qu'on a déjà vus dans les autres, donc on va pas les détailler, on va juste parler des nouveaux, sans spoil. En fait, Chadwick Boseman, Black Panther. Ah oui, c'est vrai qu'on spoil, c'est vrai. Donc il y a Paul Rudd qui reprend son rôle d'Ant-Man, Tom Holland qui est Spider-Man, mais ça franchement c'était quand même assez compliqué de pas l'avoir vu depuis 3 semaines, et Daniel Brühl qui a joué dans Goodbye Lenin, qui était un film de ouf, qui joue le Baron Zemo, mais et qui joue dans Inglourious Basterds aussi. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout pas du tout. On va parler. Toi, tu t'en fous, mais il y a plein de gens qui s'en foutent pas. Mais non, il était parfait dans le film. Il était bien meilleur que dans Civil War. On va parler du scénario. Est-ce que Ben, tu peux nous raconter le film genre en 3 phrases? Waouh, compliqué. Ah ouais, vas-y mollo. Ok, en gros ça calque. Ça calque. Laissez-moi finir cette phrase parce que je sens que vous allez me sauter à la gorge. Ouais. Ça calque le pitch du comics à la sauce MCU. C'est-à-dire que dans le comics, il se passe un événement gravissime qui implique des super-héros où il y a des gens qui meurent. Le gouvernement décide de faire appliquer une loi pour que les super-héros dévoilent leur identité et soient en gros à la solde du gouvernement, qui soient contrôlés en gros pour éviter ce genre de désastre. Oui. Et ça crée une scission entre ceux qui sont OK pour le faire et ceux qui veulent pas parce que la liberté, etc. Et en gros, dans le film, c'est à l'échelle du MCU, je le disais, il nous montre tout ce qui s'est passé dans les différents films du MCU, tous les drames, la Sokovie, New York, etc. Tout, là où il y a eu des pertes humaines, en fait, dont les super-héros sont conscients. Mais bon, voilà, pour certains, c'est des dommages collatéraux et... Enfin, pour certains, c'est genre, ok, il y a des gens qui meurent, mais en même temps, ils en ont sauvé le triple. D'autres qui disent, bah ouais, mais en fait, on doit être contrôlé. Mais est-ce que c'est bien d'être contrôlé par le gouvernement? Est-ce que c'est mieux que de nous contrôler nous-mêmes? Voilà. Donc, il y a une scission. D'un côté, t'as Captain America qui gère les gens qui sont plutôt d'accord avec lui ou les opportunistes. Et de l'autre côté, t'as, non, je dis ça parce que Hawkeye, il avait pas vraiment de camp à choisir, mais c'est un mercenaire, donc voilà. Et de l'autre côté, t'as Iron Man, pareil, avec les gens qui sont, donc je l'ai pas dit, pardon, mais Captain America est contre cette loi et Iron Man est pour. Donc voilà, donc au départ, en fait, on voit les bribes, on voit un commencement dans Age of Ultron. Enfin, déjà depuis le début, on voit qu'ils s'aiment pas. Hein. Depuis Avengers 1, on voit qu'il y a un problème entre les deux. Ils n'ont pas la même philosophie. Voilà, ils ont pas la même il y a une conception des rivalité, choses. mais Voilà. Exactement. Dans Age of Ultron, avec l'histoire donc de la création d'Ultron, on voit que vraiment ça se sépare. Et là, c'est vraiment le point culminant. Et donc, ça sert le scénario du comic Civil War. Et donc. Va s'en suivre un affrontement entre les deux teams de diverses façons, à divers endroits, etc. Et en parallèle à ça, on a parlé de Baron Zemo, qui lui va fomenter dans son coin pour, je spoil pas parce que c'est pas, on peut ne pas le spoiler, enfin on peut en parler sans le spoiler. Il va monter un plan pour atteindre les super-héros et ça se calque sur les événements de la guerre civile entre les super-héros. Baron Zemo qui n'a rien à voir avec sa version comics, qui n'est pas du tout Baron d'ailleurs. Genre Helmut ou un truc comme ça. Il s'appelle Helmut. Ouais, mais là, à la base. Mais là, il a pas de titre. Non. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Donc voilà, et donc ça donne lieu, je disais, à des joyeuses bastons qui pour moi sont en termes de scènes d'action. Si on analyse film par film, je trouve que c'est le film où l'action est la mieux restituée. Les combats sont les mieux chorégraphiés. Il y a des idées d'action. Les effets spéciaux pas forcément, mais justement c'est pas forcément les scènes avec le plus de CGI qui sont intéressantes. Vraiment,
Il y a une petite scène au départ, notamment avec Black Widow, où effectivement, les gens, tout le monde est unanime pour dire que la caméra tremble trop, et que ça fait mal aux yeux. Mais à part cette scène-là qui est un peu trop vénère, j'ai trouvé vraiment que les combats étaient vraiment bien chorégraphiés, Alors, que l'action était bien maîtrisée. Je voulais rajouter un petit truc. Moi, j'ai vu le film 2 fois et j'ai vu une fois en 3D. Ah. Parce qu'un pote pouvait pas à une autre séance et donc voilà, je suis C'est encore parti un le film pote, en du 3D. C'est plus trop un pote parce que la 3D est vraiment dégueulasse. Ah, merde. La 3D. Elle apporte quelque chose au moins. Bah déjà, tu sais, la 3D de base sur des films qui sont pas prévus pour la 3D, donc un effet de relief quand t'as un personnage au premier plan, un autre au deuxième plan et un autre au troisième plan. C'est un Donc, truc qui fait mal à la tête en fait. Donc waouh. Et dans les scènes de combat, c'est une caméra, c'est un film où la caméra est assez nerveuse sur les scènes de combat. Il y a une très belle scène de combat dans les escaliers au moment où Bucky s'enfuit et Captain America le poursuit. En 3D, c'est juste un désastre. J'ai vu d'abord la version 2D, après j'ai vu en 3D et ça fait vraiment mal. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo en 20 images par seconde, quoi. C'est un désastre. Ça saccade à mort. Ben, tu veux ajouter quelque chose? Je voulais ajouter sur ce que je disais en termes de on me saute à la gorge parce que je pense que les fans. Ah, on t'a pas encore sauté. T'as rien dit, hein. Personne ne dit rien. Ah, vous voyez, vous commencez. Les fans du comics diront oui, mais. Ou même ceux qui auront vu des images du oui, mais vous bâchez. Non, ils diront oui, mais dans le comics Civil War, c'est 50 héros contre 50 héros et là, ils sont 5 contre 5. On avait le droit d'avoir peur un petit peu quand même au début avant le film. C'était à la base c'était un aéroport et 5 contre 5. Je suis d'accord, mais là où c'est intéressant et c'est très important, c'est vraiment pas une échappatoire, je le dis vraiment parce que je pense que c'est la meilleure façon de voir le film, c'est vraiment de le voir dans le prisme du MCU pour plusieurs raisons, mais notamment pour dire que ils sont 5 contre 5. C'est vrai qu'au niveau epicness on a vu mieux, mais c'est 5 contre 5. À part évidemment Black Panther et Spider-Man, auxquels on s'attache quand même rapidement, c'est des persos qu'on a vus, en tout cas si on a vu les films du MCU, qu'on a vu évoluer, avec qui on a grandi entre guillemets, enfin auxquels on s'est attaché, et donc ça a une puissance quand on les voit s'affronter, parce que évidemment tu choisis forcément un camp, ou en tout cas t'aimes tel ou tel perso, s'ils se battent entre eux tu dis bah moi dans ta tête même inconsciemment tu dis moi je suis plus pour lui que pour lui, et du coup quand il leur arrive des merdes, quand ils perdent ou quand ils gagnent, ça te touche à plus ou moins grande échelle. Hein. Ben, c'est un mec qui arrive à se couper la parole tout seul. Mais non, parce que je vois ta tête. Non, mais j'écoute. Ok. Donc voilà. Donc là, c'est important et je trouve que certains diront oui, mais ils n'avaient pas le budget. Mais je pense que s'il y avait eu She-Hulk ou Venom ou des trucs qui viennent d'ailleurs. En gros, s'ils avaient fait 50 contre 50, ça aurait été épique, mais non seulement ça aurait été ridicule parce qu'au niveau scénaristique, on n'aurait pas compris d'où sortent les 48. On verra si tu dis ça pour Infinity War. Mais je pense qu'ils seront pas tant que ça. Il y en aura beaucoup. Ouais, mais, logiquement, dans Infinity War, il y aura tous les gens qu'on aura vus depuis. Bref. Et donc voilà. Donc je trouve que c'est un smart de l'avoir fait comme ça. C'est intéressant parce que du coup, ils sont pas beaucoup, mais ça reste épique parce que c'est des persos auxquels on s'attache. Je veux revenir sur ce que tu as dit au tout début, comme quoi les gens étaient déçus parce que c'était Civil War, mais c'était pas le Civil War qu'on connaît. Je pense qu'aujourd'hui, en 2016, on est d'accord que Marvel, ou enfin, Feige, je sais pas qui décide du titre de chacun des films du MCU, ils se prennent leur sexe comme ça, ils l'agitent très fort pour se masturber. Dans le sens où pendant qu'ils choisissent un film. Oui. En pleine réunion. Oui. Laisse-moi arriver à mon point. En gros, ils appliquent des concepts de comics qui ont cartonné ou qui ont eu un succès critique. Ah mais oui, bien sûr. Juste à des choses qu'ils ont voulu faire, mais pas forcément les copier. Donc, avec Age of Ultron, on a eu une grosse déception, parce qu'on sait que c'est pas du tout dans les différentes versions de Age of Ultron, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Là, ça dure 3 jours, donc dans le film, il y a aucun intérêt, ça ne devrait même pas s'appeler comme ça. C'est juste une espèce d'appel, une espèce de pop-up, une pub genre, les mecs, on va faire un truc que vous kiffez tous. Et là, c'était pareil avec Civil War. Je pense que n'importe qui aujourd'hui sait qu'en 2016, tu t'attends pas à voir la restitution bulle après bulle, c'est pour ça que je disais, faut le voir dans le prisme du MCU. Et c'est pour ça que les frères Russo ont annoncé très récemment que les 2 films Avengers 3, vous savez, qui sont découpés en 2 parties pour 2018 et 2019, ne s'appelleront plus à Infinity War. Donc, on va avoir une histoire qui va s'en rapprocher, mais je pense et je croise les doigts qu'ils vont faire en sorte d'avoir un titre un peu plus générique ou un peu plus vague que quelque chose qui existe déjà et qui a déjà Secret Wars, tu vas voir. T'es sûr que c'est pas, au lieu que ça s'appelle Infinity War Part 1 et Infinity War Part 2, ça sera pas Infinity War blablabla et Infinity War blablabla? Non, ils ont supprimé, c'est Avengers 3 pour l'instant. Okay. Ils ont juste enlevé ça. Après, ils vont forcément mettre un sous-titre, je pense, mais ce sera Avengers 2. quelque chose. Mais pour le coup, ce ne sera plus Infinity War. Donc je pense que, je sais pas s'ils ont pris ils ont eu des remarques, mais ils s'éloignent du fait que on veut faire ce comics. Non, maintenant
on a tous compris qu'ils veulent faire l'histoire du MCU, qu'elle est très loin de celle de comics, enfin des comics jusque-là. Ils vont suivre des trames qui ont fonctionné, c'est sûr. Mais je pense qu'on peut oublier cette idée-là que les gens sont déçus parce que c'est pas le comics. En fait, il y a 2 films dans ce film. Ça commence comme un film Civil War et ça devrait être un film Civil War. Ça fait toujours 50 films de moins que dans Batman vs Superman. Alors bien sûr, c'est vrai. Mais ça aurait dû être un Avengers Civil War dans lequel tu as Captain America d'un côté, Iron Man de l'autre, et les persos traités de manière, on va dire, égale. Si ce n'est de manière, comment dire... en fait, on sent que dans un film Captain America, et c'est difficile de ne pas prendre le parti de Captain America, qui est un personnage qu'on voit... Tu l'as vraiment senti que c'est dans un film Captain America, toi ? Bien sûr, oui. Oui, ça commence comme... Ça commence comme un Winter Soldier. Bah ouais, voilà. En fait, le truc, c'est que c'est ce que je disais. En fait, il y a 2 films. Ça commence en Civil War. Et à la fin du premier acte, ça devient Bucky Wars. Ouais, et c'est Bucky Wars pendant tout le film, tout le reste du film. Et on occulte complètement le fait qu'il y a une loi qui essaye d'être passée, qu'il y a des gens qui sont pour ou contre la loi. Tu parlais d'Hawkeye tout à l'heure. On sait même pas s'il est au courant de cette loi. Il rejoint Captain America parce que voilà, ils sont 6 d'un côté, 5 de l'autre. Bon bah, tu sais, c'est on essaye de faire une balle aux prisonniers, et puis faut faire des équipes, et bon bah, t'es tout seul, rejoins mon équipe, quoi. Voilà. Non mais il y a Hawkeye et puis même Spider-Man qui rejoint la team d'Iron Man, alors que dans le comics, il est beaucoup plus mitigé que ça. Il a pas de raison politique d'être plus ou moins dans la team. De prendre part. Voilà, c'est juste qu'en fait, il kiffe Stark et il est avec lui. Et du coup, effectivement. Ah, tu parles de Spider-Man, t'as dit Hawkeye. Non, on est pas à Spider-Man. Spider-Man. Bon, bref. Voilà, en fait, effectivement, comme dit Gaylor, cette idée qui est censée être la base, et c'est le titre du film, elle s'évapore vite, et même, en fait, t'as juste l'impression que ils se disent, ok, on va mettre Civil War parce que tout le monde veut qu'ils se tapent dessus, comme Batman Superman, c'est le même principe. Parce que ça fait bander Civil War. Voilà. On te dit, il y a un Captain America Civil War qui va sortir. Bon bah, t'as lu Civil War. Tu t'imagines 1 milliard de trucs. Tu t'imagines Crossbone qui est un sniper et qui tue Captain America à la fin. T'imagines tout ce qui fait Civil War, de la loi au meurtre horrible, au truc horrible qui a ouvert Civil War, et à toutes les mini déclinaisons qui sont arrivées au milieu. Et forcément, tu t'imagines un truc lourd, dense et très très émotionnel. En fait, je suis d'accord avec Gaylord pour dire que effectivement, t'as l'impression, je pense pas que ce soit ça, mais t'as l'impression que ils avaient prévu de faire un Captain America avec l'histoire de Bucky, de Baron Zemo, etc., avec l'intrigue qui est sous-jacente, et aussi de faire un Civil War, et qu'ils ont dit finalement on n'a pas trop le temps, donc on va peut-être fusionner les deux. Ça fonctionne, mais effectivement, t'as l'impression d'avoir 2 actes séparés dans le même film. Mais c'est bien parce que ça fait le sel de Marvel, parce que du coup, tu appelles ton film Civil War, que tu fasses un Civil War ou non, entre le moment où tu l'annonces et le moment où il va sortir. Mais tu vas avoir un buzz de malade. Ouais. Tu vas avoir des rumeurs dans tous les sens. Bucky va devenir Captain America. Va y avoir les New Avengers. Va y avoir. Toi, t'imagines tout, quoi. Et puis. Cela dit, là où ils ont quand même respecté le truc, c'est que jusqu'à la fin, t'as quand même cette idée de clash entre Captain America et Iron Man qui symbolise les 2 camps. Et du coup, même ce ils ont gardé que ça, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, même si on a l'impression que c'est 2 morceaux collés entre eux, le fait que Captain America et Iron Man se battent, pas forcément que physiquement, pendant tout le film et dans les 2 intrigues, ça lie le truc. Mais effectivement, ça peut paraître un peu bancal. Pas forcément bancal, mais c'est juste que en fait, ce qui anime les 2 personnages, c'est qu'il y en a un, Bucky c'est son pote, et il reste avec Bucky jusqu'au bout. Il y a Team Bucky et Team pas Bucky, quoi. Et l'autre en plus, est-ce qu'il est responsable ou pas? Et en plus, voilà, t'es Team pas Bucky, bah ça tombe bien parce que Bucky il a tué ta maman. Ah bah merde. Ah bah forcément, voilà. Je suis obligé d'être contre toi. Je suis encore moins Team pas Bucky, quoi. Bucky, tu veux. Je suis encore moins Team Bucky. Je suis encore Bucky moins. a buté ma mère. Oui, pardon. Ouais, c'est vrai. Ouais. La mère qui s'appelle Maria. Et pas Martha. Et là. Joe, tu l'as vu il y a pas longtemps, donc t'as les yeux un peu plus frais que nous, enfin le cerveau. Ouais, mais je l'ai pas vu 2 fois comme mes petits camarades, j'ai vu qu'une fois, qui m'a amplement suffi. Je sais pas quoi dire. En fait, j'ai trouvé ça cool dans la moyenne du cool des films Marvel. C'est-à-dire, j'ai pas été transcendé, c'est pas un chef-d'œuvre. Faut le replacer dans son échelle de film Marvel. Voilà, c'est ça. Dans l'échelle de film tout court, c'est pas un grand film. Non, dans l'échelle de film Marvel, c'est plutôt un bon film. C'est un bon film d'action. C'est un bon film d'action. Il y a de bonnes grosses longueurs à mon goût qui auraient pu être un petit peu élaguées. Il y a du gras.
Mais voilà, je trouvais ça pas mal. J'ai surtout été convaincu par les rôles secondaires. En fait, moi qui suis de base Team Cap, j'ai été saoulé par Stark et par Captain America. Ils m'ont tous les deux cassé les couilles. Au bout d'un moment, j'avais envie de dire, allez vous battre derrière l'écran. Oui, c'est vous deux en fait. Et laisser les gens faire leur travail, tu vois. Genre. Et du coup, j'ai bien aimé les personnages secondaires, par exemple particulièrement Ant-Man et Spider-Man, qui m'ont apporté une petite bouffée de on pète un coup, quoi, tu vois, genre parce que franchement, le traitement de l'affaire Bucky et de l'affaire la loi mon cul là. T'avais un peu l'impression que c'était Marvel qui voulait faire son DC Comics, quoi, genre c'est Maxi sérieux, c'est Maxi, tout le monde tire la tronche et tout, et alors ok, tout le monde fait la gueule, ok, super, tout le monde s'engueule, et quand même t'as Paul Rudd et le petit qui font, je sais plus son nom là, de Spider-Man, qui arrivent et qui font les gogoles, et c'est cool, tu vois, genre t'es là, genre, là c'est sympa, là il se passe des trucs. Tu dis tout le monde est sérieux, mais enfin les persos qui font entre guillemets la gueule dans ce film, ils ont jamais été spécialement fun, à part Tony Stark, je veux dire. Captain America, elle a jamais rigolé. Non mais tu prends trop au pied de la lettre, que je veux dire. Je te parle de l'ambiance globale, tu vois. Je te parle de. Tu savais qu'avec ces persos-là, c'est pas avec eux que t'allais rigoler. Tu savais très bien que s'il y avait Ant-Man et Spider, c'est avec eux que t'aurais rigolé. Et pourtant, tu peux très bien. Non mais attendez, on arrive quand même à rire avec certains persos un peu sérieux, comme à un moment il y a la relation Falcon et Bucky, qui sont les deux sidekicks de Captain America, et qui se disputent un petit peu ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que quand d'un coup ils deviennent meilleurs potes. Non, ils sont pas meilleurs potes. Non, bah, enfin, quand ils se battent contre Spider-Man, ils sont BFF, mon gars. Ils se font démonter la gueule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, putain, je vous ai pas interrompu pendant tous les moments où vous avez parlé du film. J'essaye juste de mettre en valeur, puisque bon, on arrête. Tout le monde dit que c'est un putain de bon film, que c'est le meilleur Marvel. Non, mais il y a plein de gens. Ce que je veux dire, c'est que les critiques sont globalement très dithyrambiques. Non, pas dithyrambiques, mais les critiques sont très bonnes. Et le succès est au rendez-vous, et très bien, il y a pas de souci avec ça, hein. Enfin, je trouve que c'est plus justifié le succès de Civil War que de Batman vs Superman, si tu veux. Ah oui. Mais tu m'as fait peur. Mais il y a quand même, cela dit, enfin, il y a plein de trucs qui te rappellent que t'es quand même devant un bon gros produit formaté Marvel, et que on est loin, très loin de l'esprit de fougue et de liberté qui ressortait des Guardians, par exemple, où ce film parvenait à transcender son statut de film Marvel pour finalement avoir une vie propre, quoi. Et c'est d'ailleurs je pense très certainement celui qui vieillira le mieux, parce que c'est celui qui est finalement le plus détaché d'une sorte d'univers global où on est obligé de respecter énormément de codes pour pouvoir rendre l'ensemble cohérent au détriment de la cohérence du film en lui-même. Donc du coup, j'ai trouvé ça cool. Il y a effectivement des scènes d'action qui sont incroyablement bien fichues, mais une fois de plus, je trouve que comme beaucoup de films Marvel, ça souffre du fait de faire partie d'un univers étendu, alors qu'il y a des choses qui pourraient être évitées tout en conservant la cohérence globale. Mais bon, après c'est le choix des studios. Je peux rien y faire. Alors du coup, j'ai deux questions pour vous tous, dont une qui est en rapport avec ce que tu viens de dire. La première, c'est la scène de l'aéroport. Ouais. Je veux revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment déçu, pas dans l'action ou dans les blagues, parce que c'était quand même très très divertissant. Juste que dans la mise en place, peut-être. C'est un petit film dans le film, hein, sans déconner. C'est la deuxième scène qui a coûté le plus cher. La première, est-ce que tu sais laquelle c'est? Du film? Ouais. Ah, je pensais que c'était celle-là, moi. Non, c'est Tony Stark jeune. Ah bah oui, ouais. C'est bien fichu, ça, putain. C'est bien fichu. Parce qu'au début, tu te dis, ok, gimmick, et puis finalement, plus la scène avance, plus t'es là, genre, ah merde, en fait, tu te rends compte à la fin que ça sert le plot. Clairement. La question que j'avais, c'était, est-ce que vous avez trouvé que le combat avait un intérêt en soi, quand on a des remarques comme Scarlet Witch et Hawkeye qui se disent mais on est toujours potes à la fin. Est-ce que Black Widow. J'ai dit quoi, excusez-moi, oui. Qui se tape dessus et qui se disent en fait ils se donnent des petits claques, vous savez, des petites tapes sur l'épaule. Ah, t'es méchante, mais toi aussi, on n'est pas d'accord. Est-ce que la portée du désaccord entre Cap et Iron Man en fait ne pâtit pas un peu du manque d'engagement. Voilà, en fait, on a deux personnages qui sont très très engagés, très fâchés. Et en fait, tout le monde se joint à ça, mais en fait, ils ont pas fait. Même Ant-Man, même s'il se transforme en Giant Man,
il est pas là pour les frapper. Depuis tout à l'heure, le gars arrête pas de spoiler, et là c'est le pire. Mais j'ai dit qu'il y avait des spoils en fait. Bah mais bon. Le seul truc qui arrête la baston, c'est un accident. C'est-à-dire que tout le monde se tape. Bon, ils ont peut-être des pommettes un peu violacées à la fin, mais au final, c'est un accident qui arrête le combat. Sinon, ils sont en train de se gifler. On sait qu'ils ont pas envie de se taper les uns contre les autres, mais qu'ils le font. Mais c'est ça, c'est le côté la portée qui n'a pas de fin. Mais c'est pas grave ça. J'ai envie de te dire un truc tout simple en fait. C'est une baston de super-héros de comics quoi. Ils se battent tous les 4 matins pour tout et n'importe quoi les super-héros. Alors là, on te dit c'est Civil War et du coup il y a des enjeux. Donc tu t'imagines un truc beaucoup plus grave et des conséquences après cette bataille. Mais si tu prends ça comme juste une petite bataille qu'il y a dans tous les cas, dans chaque truc Marvel Comics, à un moment, un tel est pas d'accord avec un tel et bien avant Civil War. Hein. En fait, c'est un débat mais avec des pouvoirs. C'est juste qu'à un moment Mark Millar est arrivé. C'est juste un moment Mark Millar est arrivé dans les comics et il a dit moi je vais mettre un peu de politique là-dedans et tout le monde dit putain mais c'est génial s'il y a des enjeux, des conséquences, plus rien ne sera jamais comme avant. Et en fait non, c'est juste des putains de super-héros qui se foutent sur la gueule parce que pour la bagarre. Et Ben sur cette question. Mais non, en fait, je trouve que c'est pas évidemment les scènes d'action. De toute façon, quand on voit l'affiche, c'est ce qu'on attend, c'est qu'ils se tapent sur la gueule. Mais je trouve que ce qui est intéressant, et c'est là où je suis pas d'accord avec Joe quand il dit que le film souffre du fait d'être dans un univers étendu. Je suis d'accord sur certains autres films du MCU, mais sur celui-là, je trouve que justement, c'est habilement fait dans le sens où t'as vraiment, pour moi, ça c'est le point culminant du MCU pour l'instant. Pas parce que c'est le dernier film, mais parce que où est l'habileté Attends, je peux finir maintenant. Oui, justement. Oui, mais il va te couper. Alors non. Où est l'habileté? C'est pour qu'il précise. L'habileté maintenant. L'habileté. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est donc le point culminant parce que tu vois tous les persos, à part évidemment Thor et Hulk qui ne sont pas là, mais tu vois tous les persos qui ont évolué au fil des films et pour arriver à ce moment-là. Et là où c'est habile justement, c'est que tu le vois arriver en fait, tu vois les persos, bon évidemment au début c'est les origin story, ils vont se rencontrer, premier Avenger ils se rencontrent, ça va pas, il y a déjà des dissidences, et plus ça évolue, que ce soit ensuite dans Age of Ultron ou dans les films différents, tu vois que tu le vois se dessiner en fait ce truc là, et au final Civil War c'est un peu le dernier coup de marteau, et là où c'est... Là où c'est intéressant, là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça fait une espèce de continuité, et c'est en ça que je dis que pour moi, le film ne souffre pas de faire partie de l'univers étendu dans ce film-là. C'est plutôt, il en joue, c'est-à-dire que ça nous sert la logique. Alors, avoir utilisé Civil War pour le faire, c'est un choix, mais de se dire en fait ils vont tous se rencontrer, soit se taper sur la gueule ou quoi. C'est pour ça que tu disais le truc de l'aéroport, est-ce que c'est important? Oui, c'est important parce que c'est une scène d'action, mais au final ce qui est important c'est toute la baston, et tout à l'heure je l'ai dit, c'est pas forcément que physique. Même à un moment ils disent qu'il y a une super scène, moi que j'ai trouvé super, où Captain America discute avec Tony Stark discute avec Steve Rogers, où en fait il lui apporte des stylos un peu historiques pour lui faire un clin d'œil en lui disant est-ce que tu vas le signer ce putain de document ou pas, et tu sens qu'il est ok mais finalement non, il s'embrouille, et c'est là, pour moi c'est là qu'il y a de la tension. Évidemment c'est pas badass comme c'est ça la vraie Civil War en fait, c'est dans cette pièce que ça se passe. C'est 3 secondes de Civil War en fait, c'est là, quoi. Mais voilà, mais c'est ça, et du coup c'est ça qui est intéressant, et du coup c'est pour ça que je suis pas d'accord pour dire que parce que dire que le film souffre de faire partie du MCU, ça serait comme dire que les réalisateurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec ce qui avait été fait avant. C'est le cas. Oui, mais ils le font pas, ils le subissent pas. C'est en ça que je suis pas d'accord avec toi. Oui, mais ce que t'expliques, ce que tu fais passer pour de l'habileté, c'est juste le b.a.-ba du scénario, c'est-à-dire on construit un truc de personnage depuis 10 ans. Oui, mais justement. Et puis à la fin, ça donne ça. À part Winter Soldier, ces deux gars-là, ils avaient pas fait d'autres films du MCU, donc ils étaient obligés. Il y avait de la matière à manipuler. Et je trouve que ça a été manipulé habilement parce qu'ils ont fait un truc clair, et pour moi, c'est le truc qu'on attendait. Et c'est le truc, et pour moi c'est bien fait, c'est juste bien fait en fait. En gros, je pense qu'on pouvait pas attendre autre chose du MCU, donc après on aime ou on n'aime pas ce qui a été fait, mais en tout cas je trouve ça très cohérent avec ce qui a été fait, sans que ce soit formaté. Tu vois que ça respecte vraiment et les identités, mais de façon habile quoi. Joe, t'es pas d'accord? Ouais, mais on n'est pas d'accord. D'accord. On n'est pas d'accord. Non, mais non, je trouve pas que ce soit très intelligemment fait, et je trouve pas que ce soit très limpide, puisque au contraire, justement, on n'arrête pas de le dire depuis le début, il y a deux trames qui se télescopent et qui se bouffent l'une l'autre, à savoir la trame plus ou moins librement inspirée de Civil War et la trame de Bucky qui au contraire, je trouve, sont assemblés de manière pas très habile, c'est-à-dire genre on a ces deux trucs là, faut les coller ensemble. Alors et du coup, il y a des moments où ça marche, et quand ça marche, putain, ça marche bien. Mais il y a quand même des moments où t'es là genre
Alors attends, on est passé de ce truc-là à ce truc-là, et comme le disait Gaylor tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment là, t'as l'impression que la loi, on s'en fout, on n'en parle plus. Et En gros, c'est est-ce que Bucky est un pantin cette ouais, fois-ci je sais pas. C'est en fait, Non mais il y a 2 films. Hein. c'est limite, ça me donne, enfin, alors que et ça me fait chier parce que j'avais vraiment aimé Winter Soldier, mais en fait, tout le traitement de l'histoire de Bucky et tout dans Civil War me fait me dire mais putain en fait Winter Soldier ça aurait dû être ça, enfin je sais pas, c'est Il était bien Winter Soldier. mais oui il était bien, mais en avec fait ça en le truc plus. c'est que t'as l'impression que ce qu'ils ont mis dans Ça aurait Civil pu War, être une ouais, demi-heure et de puis c'est plus surtout de- que genre ouais, et je sais pas, pour moi il y a justement à l'inverse de l'habileté, il y a un gros problème d'équilibrage entre les films, et justement quand je dis que ça souffre, c'est que pour moi Civil War justement est vraiment l'exemple parfait, la preuve de ce déséquilibre chelou où bah, justement on veut faire un film, mais comme on a un truc à finir d'un film précédent, on va quand même essayer de le finir par-dessus, et du coup ça te fait un truc déséquilibré, je trouve. Voilà. Gaylor, pour terminer. Et dans tout ça, il faut rajouter des nouveaux persos. Parce que Et sinon, voilà. enfin, c'est aussi l'intérêt des films Marvel, c'est de constamment grossir le roster de personnages. Bien sûr. Et Voilà, après on peut pas dire qu'on est dégoûté de voir Spider-Man arriver. non, alors quand déjà, même cool. bah, C'est Black quand même Panther. franchement, cool. les 2 persos les plus cool du film. Enfin, Même moi, si c'est on- chelou d'avoir envie de baiser sa tante, mais sinon c'est Alors c'est un autre débat. On en parlera les prochaines Mais fois. les deux nouveaux persos sont les 2 plus cool à mon sens, c'est Spider-Man et Black Panther. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Bah, C'est parce parce qu'il qu'on a pas prépare les marre des films. autres. C'est un peu ça aussi. Mais non, mais c'est très bien. C'est la fin de cette émission. Ouais, Ok. générique de fin. Oh, il a fait un petit geste de... Tu peux parler. Non, parce qu'il fait des trucs comme ça. Non mais c'est s'il te pas plaît sur le parle. temps. C'est la fin de cette 46e émission. La prochaine, c'est la 47e. Absolument. Ah bien, ouais. Voilà. Attends. Ouais, c'est ça. Elle aura lieu environ le 30 mai 2016, donc le lundi dans 2 semaines. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque-là. À bientôt. Non, je rigole. On va dire au revoir à Ben. Salut. On te retrouve où sur Internet? Sur internet ben.com non, sur internet sur Radio Kawa, c'est cool, c'est quoi, on a fait un épisode la semaine dernière avec Jojo sur le Dream. streaming de jeux vidéo, et sinon bah, sur Twitter je dis des conneries comme d'habitude, hein. À bientôt. Bah oui. Gaylor, merci. On te retrouve où sur Internet? oh bah j'avais parlé de Facebook la dernière fois, on peut parler de Twitter Bah maintenant. vas-y, donne ton nom, ton adresse cette fois-ci, ton numéro de téléphone. Non, Oh là là. ça sera dans 2 émissions. Ok. Mon Twitter c'est quoi? J'ai l'Oliver. Voilà. Ok. Si vous voulez me parler de comics ou de jeux vidéo, qu'est-ce que t'as toi? Bah non, mais c'est pas Gilles Olivier. Non, Non, il y a pas J'ai de l'Oliver. Je crois que c'était Gilles Olivier. Tu me regardes plus. Merci, au revoir. Joe, Ah bah, Oui, on te retrouve où et comment? sur France 5 dans les maternelles jusqu'à la fin du mois de juin, tous les matins à 9h. C'est bientôt le season tous final. les soirs sur c'est bientôt le season final, tous les soirs sur WeFM de 19h à 23h. Et puis c'est cool, c'est quoi Comics Podcast et Joe Hume sur Twitter. Tu dors des fois? Et French Toy Love, putain. Ah oui. Fais de la pub pour mon nouveau compte Instagram de photos de jouets. Ok, je vais French mettre Toy Love. Je vais le mettre dans le... Hein, n'hésitez pas. Non mais vous retweetez et tout, donc c'est cool, tu vois. Mais bon voilà, photo de jouets semi-pro. Ah, pourquoi j'ai mis ça? Je sais pas. Le mec Semi-pro. s'auto-clash. Je fais des photos de jouets. Venez les voir et les aimer si jamais vous aimez les jouets. Et moi, personne ne me demande où on me retrouve. Ça Bah, parce que on on va pas laisser le on temps. représente pas cette émission. Vas-y. Vous me retrouvez sur internet sur Twitter @EKIKE. Voilà. Voilà, mais c'est tout. Voilà. C'est fini. Ah ouais, tu pars haut là. Ok. C'est ça normalement. Et dimanche. Alors, c'est reparti. C'est reparti. Bah baby obi. Ouh, ta gueule. Il m'a défoncé l'oreille. Mais enlève ton casque. 3-4.